Alors, si t'es fauché ou que tu ne sais pas par quel business commencer, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi lancer, à qui t'adresser, comment les aider et surtout le message précis à envoyer pour décrocher tes 5 premiers clients. Je suis copropriétaire de School.com où on aide chaque mois des dizaines de milliers de personnes à lancer leur tout premier business en ligne. Et en ce moment, une personne sur deux qui crée une communauté payante sur School gagne son premier euro. Une sur deux. Tu trouveras mon lien d'affiliation pour rejoindre School dans les commentaires. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo fonctionne. Point. Il y a 5 étapes dans cette méthode et j'ai ajouté 2 bonus. Un qui est un peu plus avancé et un autre pour te montrer quoi faire après ça afin que tu gagnes ton premier euro. Ça commence par le quoi. En gros, de quoi va parler ton business. Pour ça, j'utilise ce que j'appelle la méthode des 3 P. Note ça, les 3 P. Parce que quasiment toutes les entreprises naissent de l'un de ces 3 P. Le premier P, c'est pain, la douleur. C'est quelque chose par quoi tu es passé personnellement et que tu as dû surmonter. Une amie à moi est mariée et elle a 9 enfants. Et en traversant ça, elle s'est demandé « Qu'est-ce qui pourrait m'aider, moi ?» Je lui ai dit « T'as 9 gamins, donc préparer les repas tous les jours, ça doit être une vraie mission. » Et elle m'a répondu « Oui, mais j'ai tout un système, chacun a son propre sac, ils savent lequel est à eux, et je prépare tout à un moment où ça me prend le moins de temps possible, tout en leur filant ce dont ils ont besoin. Protéines, nutriments, tout ça. » Et là, je lui ai dit « Tu viens de décrire le début d'un business. Le deuxième P, c'est ta profession. Ce que tu fais dans la vie, ton job ou ce que tu as fait par le passé. » J'ai fait une vidéo récemment sur une femme qui a quitté son job de diététicienne en hôpital. Elle s'est mise à enseigner à d'autres diététiciennes comment facturer les assurances. Pourquoi ? Parce qu'à l'hôpital, elle bossait 6 jours sur 7, plus de 12 heures par jour. Elle n'avait qu'un seul jour dans la semaine pour facturer ses clients perso. Elle a donc dû comprendre un système de facturation super complexe et apprendre à le faire super vite. Elle a pris ce qu'elle avait appris de son métier et elle en a fait un business très ciblé. Beaucoup croient qu'il faut faire un truc énorme et compliqué. Faux. Si tu résous un problème très spécifique pour quelqu'un, ça suffit à faire un business. Et tu vas me dire « Ouais, mais comment je vais avoir une grosse audience avec ça ?» Cette femme a seulement 5800 abonnés sur Instagram et elle gagne presque 1 million de dollars par an. Si t'es comptable, si tu bosses en RH, si tu montes des vidéos, peu importe. Chaque compétence qu'on utilise dans une boîte est un échange de compétences contre de l'argent. Ce que tu fais dans une entreprise, tu peux le vendre comme consultant, en freelance ou en l'enseignant à d'autres. Il y a plein de branches possibles à partir de là, mais voilà le deuxième grand point d'origine d'un business. Le troisième P, c'est la passion. Ce sont ces trucs qui t'intéressent tout le temps. Les articles que tu lis, les vidéos YouTube que tu regardes, les podcasts que tu écoutes pendant ton temps libre, c'est ce dont tu ne te lasses jamais. Perso, c'était le fitness. Je lisais T-Nation, personne connaît mais bon. C'était un blog avec plein de coachs, de bodybuilders qui parlaient en entraînement. Chaque soir, je bouffais en lisant leurs articles, tous les soirs. C'était ma passion. Au boulot, les gars me disaient « Si tu ouvres pas une salle de sport, je le fais à ta place. » Ils étaient prêts à me prêter le fric pour que je lance ma salle, tellement j'étais à fond là-dedans. Alors si toi, t'as surmonté des allergies alimentaires, ou t'es comptable, ou passionné de maquettes de voitures, tu te demandes comment en faire un business. T'inquiète, je t'explique ça à l'étape 5. Mais avant, laisse-moi démonter une idée que t'as sûrement. Croire que tu dois absolument trouver la bonne idée du premier coup. C'est faux. T'as aucun contexte, t'as jamais parlé à des clients, t'as 0 retour, tu vas pas tomber pile dessus. Le plus important, c'est de choisir quelque chose et de commencer. Parce que ça lance le processus d'itération où tu ajustes, tu améliores grâce au feedback. La méthode en 5 étapes que je vais te montrer va t'amener à ta meilleure mauvaise idée le plus vite possible. Pourquoi on dit meilleure mauvaise idée ? Parce qu'on veut juste la sortir, l'exposer et la rendre moins fausse au fil du temps. Et si tu passes ton temps à rendre une mauvaise idée moins mauvaise, au bout d'un moment, ça devient une bonne idée. Et là, les gens te diront « Mais comment t'as trouvé ça du premier coup ?» Et tu souriras, parce que tu sais que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Si t'as trouvé ton premier P, la douleur, la profession ou la passion, on passe à l'étape 2, le qui. Pour qui tu vas faire tout ça ? Il y a 3 types de personnes, ceux qui te ressemblent. Ceux que t'as déjà aidés, gratuitement ou pas, mais je parie que jusqu'ici c'était gratos. Et ceux que tu trouves sous-desservis. C'est là qu'on parle de marchés qui explosent, de tendances émergentes, des gens qui ont une grosse demande mais qui sont ignorés.
La plupart des boîtes qui viennent du cœur ou de la tête démarrent à partir de ça. J'ai traversé un truc galère, j'ai mis un temps fou à le résoudre, et maintenant que j'ai trouvé la solution, je veux aider ceux qui sont comme moi. C'est ce qu'a fait Sarah Blakely. Elle disait « Aucune culotte galbante ne planque les défauts et ne met en valeur ce qu'il faut ». Alors, elle a créé Spanx. Et Spanx s'est vendu 1 milliard de dollars à Blackstone, si je dis pas de bêtises, l'an dernier. Tu peux créer une boîte énorme juste en voulant résoudre ton problème. Zuckerberg, il a commencé dans sa chambre d'étudiant pour créer un site de rencontre pour étudiants chauds comme la braise, et c'est devenu Facebook. Et moi, je te raconterai pourquoi j'ai gagné mon premier dollar. Le tout premier vrai dollar que j'ai jamais gagné, c'était grâce à une femme à la salle de sport. Elle est venue me voir et m'a demandé « Hé, est-ce que tu peux m'aider avec mon alimentation ?» C'était juste parce que j'avais l'air en forme. J'ai dit « Bien sûr », je ne la connaissais pas super bien. On s'est donné rendez-vous dans une pizzeria, ironiquement, et elle m'a demandé de lui parler de sa nutrition. Alors, je lui ai simplement demandé ce qu'elle achetait comme courses alimentaires, et je lui ai donné quelques recettes que j'utilisais moi-même pour augmenter mon apport en protéines. Et à la fin, après être restée là-bas pendant 1 heure et demie environ, elle a sorti son sac à main, elle a pris son chéquier, et elle a écrit un chèque de 100 dollars. Elle me l'a tendu. Je ne lui avais rien vendu. Je n'avais même pas fixé de prix. Elle m'a simplement tendu ce chèque de 100 dollars pour l'aide que je lui avais apportée. C'était vraiment bizarre, parce qu'on est sorti de la pizzeria, elle est montée dans sa voiture, et moi j'ai rouvert le chèque. Et là je me suis dit « Waouh, je peux être payé pour faire ça ». C'était un moment énorme pour moi. Et pour toujours, je serai reconnaissant à Sandy Smith. Donc, une fois que tu as déterminé si c'est quelqu'un comme toi, quelqu'un que tu as déjà aidé auparavant, ou un marché sous-exploité, tu choisis l'une de ces 3 options. Ensuite, tu l'intègres dans ce qu'on appelle un appel. Cet appel, c'est ce qui va décrire cette personne en s'adressant directement à elle, et c'est important pour ce qu'on va utiliser plus tard. Voilà pourquoi, si je devais choisir pour toi, je te dirais de te concentrer sur le premier groupe, les personnes comme toi. Parce que tu sais déjà ce que ça fait d'avoir les douleurs de cette personne. En général, tu es dans la même tranche démographique, le même groupe d'âge, et donc tu connais probablement beaucoup de leurs aspirations et de leurs rêves sans avoir besoin de faire des tonnes de recherches. C'est la méthode rapide et simple, et beaucoup d'entreprises se lancent comme ça. À mon avis, c'est ce qui fait la différence entre les mercenaires et les missionnaires. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui commencent uniquement en analysant les marchés et les tendances, ils sont là pour l'argent. Ils s'en fichent du produit ou même du client. Mais si tu aides des gens comme toi à surmonter un problème que toi-même tu as surmonté, tu connais leur douleur. Et tu auras d'autant plus à cœur de leur livrer un produit exceptionnel et d'améliorer leur expérience au fil du temps. Je pense que c'est ça qui te maintient dans la course sur le long terme. Et si tu regardes certaines des plus grandes entreprises dans le monde, beaucoup ont été créées par un fondateur dans son garage face à un problème qu'il détestait et qui a essayé de le résoudre. Laisse-moi te dessiner ça sur une nouvelle page pour te donner une idée bien claire de pourquoi cette prochaine partie est importante. Si tu dis simplement « des gens comme moi », ce n'est pas assez précis pour bien cerner ton avatar client. Donc, je pense à ça comme à 5 cadres que j'utilise pour affiner mon avatar. J'ai l'âge, j'ai le genre, j'ai la profession, comme on l'a vu tout à l'heure. Parce que si tu choisis la profession, autant l'indiquer clairement. Ensuite, j'ai leurs problèmes ou leurs douleurs. Et enfin, leurs intérêts ou passions. Tu remarqueras que ça reprend plus ou moins les 3 P dont j'ai parlé avant. Ce que tu veux faire, c'est en choisir 3. Je vais te donner un exemple. Si je recherche des hommes de 35 ans, ce n'est pas assez précis, ou si je dis juste des gens de 35 ans, ce n'est toujours pas assez précis. Mais si je dis des hommes de 35 ans qui sont comptables, là ça commence à devenir intéressant. Et je peux encore affiner. Mais il te faut au moins 3 critères. Il vaut mieux en avoir 3 ou plus. Donc, des comptables, hommes de 35 ans, qui s'ennuient dans leur travail. Là, on a un avatar très clair. Si je dis ça, et qu'il y a une salle remplie d'hommes de 35 ans, comptables, qui s'ennuient au boulot, c'est cette salle qui devrait t'exciter, car c'est là que sont tes clients. Visualise-le comme ça. Si tu pouvais remplir une pièce avec juste un certain type de personne qui te motiverait à entrer dans cette pièce pour l'aider. À quoi ressemblerait cette salle? Quelles sont leurs passions? Quels sont les problèmes qu'ils traversent? Quel est leur job? Tu peux faire la même chose sans inclure la profession. Je vais te donner un autre exemple. Si je dis des femmes de 35 ou 45 ans qui galèrent à évoluer dans leur carrière, eh bien, là aussi, j'ai au moins 3 critères.
Tu vois l'idée? Tu veux simplement être assez précis pour qu'elle sache que tu t'adresses à elle. Maintenant, laisse-moi démonter une autre croyance. Si tu deviens très spécifique, tu penses peut-être que tu ne pourras pas gagner autant d'argent parce que ton public est plus petit. Mais l'autre côté de cette vérité, c'est que plus tu es spécifique, plus tu peux facturer cher. Laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Si je vends de la gestion du temps, c'est super large. C'est mon quoi. Ok, je pourrais vendre un PDF sur la gestion du temps, allez, à 19 $. Maintenant, si je dis que j'ai un produit de gestion du temps pour des commerciaux, tout d'un coup, ça devient probablement un produit à 199 $. Si je dis que j'ai une formation sur la gestion du temps pour des commerciaux en prospection téléphonique, là ça devient encore plus spécifique et ce pourrait être un produit à 1999 $. Et si je dis que j'ai un système complet de gestion du temps pour les commerciaux en prospection dans le secteur du jardinage et des outils de bricolage, ça pourrait être une offre à 10 000 $. Parce que quelqu'un d'aussi spécifique dans son marché sait qu'il pourra faire quelques ventes avec ce nouveau système et rentabiliser son investissement très vite. Donc, plus tu es précis sur ton prospect, plus tu peux pratiquer un prix premium. Et si tu es le meilleur en gestion du temps pour les commerciaux en prospection dans le secteur du jardinage et des outils de bricolage, combien de concurrents as-tu? Presque aucun. Tu es seul dans un océan bleu, tu es comme le seul canot de sauvetage et tous les autres sont dans la piscine autour de toi en train de se noyer. Et comme tu es le seul bateau dans le coin, ils devront payer ce que tu veux pour que tu les repêches. Si tu aimes ce processus, je dirige quelque chose qui s'appelle The School Games. Tu peux aller sur school.com/games, tu peux commencer gratuitement, je t'aiderai à bâtir ton premier business en t'emmenant à travers des frameworks comme celui-ci et bien d'autres, tout en te donnant la plateforme pour le faire et gagner ton premier dollar. En ce moment, plus d'une personne sur deux qui commence The School Games avec une communauté payante gagne son premier dollar en ligne. J'en suis très fier. Donc si ça t'intéresse, va jeter un œil. Tu peux commencer gratuitement. Donc ça, c'est l'étape 2, le qui. Maintenant, on passe au comment. Et il y a deux parties dans le comment. Alors, allons-y. Dans la première partie du comment, on pense aux avantages. Ce sont toutes les bonnes choses que tu vas les aider à atteindre ou à expérimenter grâce à ton produit ou service. Tu dois réfléchir à combien leur vie sera plus facile grâce à ton produit. Tu dois penser à quel point le résultat est garanti maintenant qu'ils utilisent ton produit. Tu dois penser à la rapidité avec laquelle ils vont obtenir ce qu'ils veulent en utilisant ton produit. Et tu dois être capable de leur décrire ce que ça fera de vivre leur scénario de rêve. Et si ça te dit quelque chose, c'est normal, ce sont les 4 éléments de l'équation de la valeur, mais exprimés de manière positive. Et donc, l'offre parfaite, c'est quelque chose qui est incroyablement facile, garanti d'arriver, immédiat, et qui correspond exactement à ce qu'ils veulent. Et la sous-partie de ça, c'est que ça doit arriver exactement de la façon dont ils veulent que ça arrive. Je vais te donner un exemple A/B tiré de Gym Launch. La salle de sport moyenne gagne 30 000 $ au cours de ses 30 premiers jours en utilisant le système Gym Launch. Maintenant, le propriétaire moyen d'une salle de sport gagne 36 000 $ par an en revenu net. Donc, s'ils gagnent 36 000 $ par an, en tant que revenu net, alors on peut les aider à obtenir ce qu'ils veulent de façon plus facile, plus garantie, plus rapide, et exactement ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire remplir leur salle de sport et gagner de l'argent. Quels que soient les avantages que tu vends, il y a toujours des bons côtés, et donc on veut dire, et voilà tous ces avantages que tu veux, et voilà comment je rends ça plus facile, plus rapide, garanti. Et c'est ce que ça donne quand c'est bien fait. C'est ce qu'on explique avec la partie comment, la partie 1. Maintenant qu'on a listé toutes les bonnes choses, on passe à la partie 2 du comment, qui concerne les mauvaises choses, et si tu réfléchis à ce qui motive fondamentalement une personne, tu n'as au final que 2 leviers pour augmenter la probabilité qu'elle fasse ce que tu veux. Soit tu enlèves les mauvaises choses qu'elle ne veut pas, soit tu lui donnes plus des bonnes choses qu'elle veut. C'est tout. Tu n'as rien d'autre. Et réfléchir avec ce cadre m'a énormément aidé en copywriting et en vente. C'est simple. Soit tu vas obtenir ce truc, soit tu vas éviter ce truc que tu détestes. C'est tout. Et c'est juste à quel point tu arrives à bien décrire ces choses qui rend ton offre plus ou moins irrésistible. C'est pour ça que, si tu aides des gens qui sont comme toi, c'est beaucoup plus facile de décrire précisément les subtilités de leur douleur. Par exemple, si je dis « perdez du poids rapidement », ça aurait peut-être marché dans les années 1900. Mais les gens ont vite compris qu'ils ne pouvaient pas croire tout ce qu'on leur disait. Donc, plus tu es spécifique sur la douleur et le bénéfice, plus ils ont de chances de te croire.
Si je dis arrêtez de sentir vos cuisses frotter quand vous marchez au soleil, c'est une douleur très spécifique, non? Et donc quelqu'un va se dire oh, mais c'est exactement ce que je ressens. Ça va passer au travers de leurs filtres mentaux, de leur bannière blindness face aux pubs et au marketing parce que c'est ultra spécifique à leur douleur. Tu veux qu'ils se disent je n'arrive pas à croire qu'il ou elle sache ça sur moi. Parce que tu le sais sur toi-même, et tu leur renvoies simplement cette vérité en miroir. Maintenant, on va parler des mauvaises choses. Ce sont les inverses de ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, au lieu de la garantie, on va parler des risques qu'on va les aider à éviter. Au lieu de la rapidité, on va leur expliquer à quel point c'est lent pour eux et comment ils n'auront pas à subir cette lenteur. Au lieu de dire que c'est facile, on va détailler toute la douleur, les sacrifices et la souffrance qu'ils devront endurer s'ils essayent de le faire autrement pour atteindre le même résultat, quoi. Ce qui est cool avec cette partie-là, c'est qu'il y a beaucoup plus de matière à décrire. Parce que pour la garantie, tu vas juste donner des stats, montrer ce que tu as déjà fait ou ce que tu comptes faire. Pour la rapidité et la facilité, tu vas poser une ligne du temps avec ce à quoi ils peuvent s'attendre et tu compares ça à la ligne du temps de ce qui est nul. Et pour la facilité, il y a deux aspects. D'un côté, quelles sont toutes les bonnes choses qu'ils devraient normalement sacrifier, mais qu'ils n'auront plus à sacrifier avec ton système, et de l'autre, quelles sont toutes les mauvaises choses qu'ils devraient normalement commencer à faire avec d'autres produits ou services pour résoudre leurs problèmes, mais qu'avec ton produit, ils n'auront pas besoin de faire. Je te donne un exemple. La perte de poids, c'est simple. Si je dois commencer à m'entraîner à la salle tous les jours à 6 heures du matin, c'est un truc chiant que je n'ai pas envie de faire. Mais si tu utilises mon système, tu n'auras pas à faire ce truc que tu détestes pour obtenir le résultat. Et si tu veux éviter un truc négatif que tu n'as pas envie d'abandonner, comme tes soirées tacos avec tes potes, normalement tu devrais arrêter ça, mais avec mon système, tu peux continuer à faire ça sans problème et quand même atteindre ton objectif. Donc tu montres les deux aspects pour rendre l'offre plus facile à accepter. Parce que ce qui rend les choses difficiles, c'est de devoir faire des trucs qu'on déteste et d'abandonner des trucs qu'on aime. Alors si on a une solution où ils n'ont pas besoin de faire des trucs qu'ils détestent et qu'ils peuvent continuer à faire ce qu'ils aiment, ils vont préférer ça. Là, tu te dis peut-être « Ok, j'ai compris le bon côté et le mauvais côté du comment, partie 1 et partie 2, mais comment j'obtiens toutes ces infos ?» Bon, premièrement, si c'est toi, tu sais déjà ce que c'est que d'avoir ces douleurs-là. Mais si ce n'est pas toi, alors tu fais la méthode en 3 lettres. Prêt? Tu demandes. Tu parles avec les gens à qui tu veux vendre. Tu les appelles, tu leur envoies des messages et en gros, tu mènes une interview. Et une bonne interview fonctionne comme un appel de vente. Quels sont les problèmes que tu rencontres en ce moment? Depuis combien de temps tu galères avec ça? Qu'est-ce qui rend ça particulièrement douloureux? Peux-tu décrire ce que ça fait quand ça ne va pas? Et à l'inverse, peux-tu décrire ton expérience idéale si tout allait bien? Quelles sont les choses que tu as dû arrêter de faire que tu aimais, mais que tu n'avais pas envie d'arrêter? Et quand tu as essayé de résoudre ça par le passé, quelles sont les nouvelles choses que tu as dû commencer à faire et que tu détestais? Dans tous ces scénarios, tu apprends de plus en plus sur ton client. Tu découvres leurs rêves, leurs aspirations, mais aussi toutes les douleurs qu'ils ont rencontrées sur leur chemin. Et au final, toutes leurs réponses deviennent ton comment, partie 1 et partie 2. Les bonnes choses que tu vas les aider à obtenir et les mauvaises choses que tu vas les aider à éviter. Et si tu te demandes encore « Mais comment je vais gagner de l'argent avec tout ça ?» T'inquiète pas, on y arrive. Maintenant, c'est l'étape 5, tout assembler. C'est le moment, monsieur Miyagi, dans Karate Kid, où t'as passé ton temps à faire cirer la voiture, et maintenant c'est là que tu vas enfin récupérer ta caisse. Alors on va faire le OSEM Money Mad Lib. On va tout mettre dedans. Ça donne ça, j'aide cuit, et là on utilise ce qu'on a fait à l'étape 2, le combo du Big Thing et du ciblage affiné de l'étape 1 et 2. J'aide cuit des comptables hommes de 35 ans à obtenir un nouveau flux de revenus, ou peu importe le truc qu'ils veulent, ça c'est le comment partie 1, sans subir, et là tu places le comment partie 2, les galères cas qu'ils n'auront pas à vivre, grâce à... Et là c'est le bonus que je vais t'expliquer dans une seconde, ce qu'on appelle un mécanisme unique. Bon, on va en parler dans un instant, mais fondamentalement, tu peux zapper cette dernière partie et t'en tenir à la version de base. Ça c'est la version simple. La version avancée, c'est quand tu as déjà un peu de bouteille. Et si je vais t'expliquer cette version plus poussée dans une seconde, c'est parce que si tu n'as encore rien vendu, tu n'as pas encore de processus unique. Donc si tu débutes, je te rejoins là où tu es aujourd'hui.
J'aide qui à obtenir le bon truc sans subir le mauvais truc. Genre, j'aide les femmes de 45 ans qui viennent d'avoir un enfant à rentrer dans leur jean de lycée sans sacrifier de temps avec leur famille. Ou, j'aide les auteurs de non-fiction business à atteindre la liste des best-sellers du Wall Street Journal sans passer pour des ringards. Et écoute, t'es pas obligé de le faire parfaitement à chaque fois. Je pourrais tout simplement dire, j'aide les jeunes qui commencent l'école pour la première fois à trouver leur communauté en moins de 30 minutes. C'est aussi simple que ça. Si tu es capable de viser juste, la personne va se dire « mince, c'est moi ça ». Plus tu ajoutes ces détails, plus la personne va penser « c'est exactement le problème que j'ai, c'est exactement ce que je veux ». Et ensuite, le mécanisme unique rend le tout encore plus attirant, plus sexy. Maintenant qu'on a vu le bonus, passons à la section bonus. Le bonus numéro 1, c'est ce qu'on appelle le mécanisme unique. La raison pour laquelle je voulais qu'on combine tout avant d'en arriver au mécanisme unique, c'est que si tu débutes, il se peut que tu n'aies pas encore de processus unique. Mais le mécanisme unique, c'est ce qui différencie ta solution de celle des autres. S'il y a 2 personnes sur ton marché, ou 10 ou 100, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est sûrement affiner ton qui et le problème que tu veux résoudre pour eux. Mais admettons que tu l'as déjà fait et qu'il reste encore 10 personnes qui aident, par exemple des comptables masculins de 35 ans à regarder des rediffusions de Friends, parce que c'est leur passion, sans ressentir le jugement des autres, grâce à une super plateforme de streaming ou un accès groupé à plein de services qui leur permettent de le faire gratuitement, peu importe. Donc, imaginons que c'est ta niche et qu'il y a 10 autres personnes qui s'adressent à eux. Ce que tu dois avoir, c'est un mécanisme unique. Ce n'est pas un nouveau concept marketing. Tu dois avoir un truc sexy, une sauce secrète qui donne aux prospects l'envie de miser tous ses espoirs et ses rêves sur ce processus. Du genre, j'étais à 2 doigts pour de réussir, il ne me manquait plus que ce truc pour y arriver. C'est exactement ce qu'ils doivent ressentir. Si seulement j'avais eu ça dès le début, j'aurais déjà réussi. Et le but, c'est qu'ils aient l'impression que tu détiens ce secret qui peut enfin les mener au succès. Et la preuve est dans le résultat. Même si on prend cette vidéo YouTube comme exemple de produit, si tu veux, le mécanisme unique, c'est le processus en 5 étapes, ou bien la méthode des 5 étapes pour affiner ta niche, qu'on pourrait appeler le nunchaku du ciblage de niche. Parce que ça tape là où ça fait mal. Comment ça fonctionne ? Tu vas créer une liste ou une série d'étapes que quelqu'un doit suivre pour obtenir un résultat. Fondamentalement, c'est ça. Tu vas dire, tu dois faire ces choses-là. Tu peux voir ça comme une checklist. Une fois que tu as coché ces 4 cases, tu atteindras ton objectif. Ou alors, tu présentes ça comme une séquence. D'abord l'étape 1, ensuite l'étape 2, puis la 3 et enfin la 4. La différence, c'est que, avec la checklist, l'ordre n'a pas d'importance. Il faut juste tout faire. Avec la séquence, il faut absolument respecter l'ordre. Peu importe la méthode, l'idée est d'avoir une liste ou une série d'étapes à suivre. Et ensuite, tu enveloppes tout ça dans un beau paquet et tu lui donnes un nom. Ça devient ton processus exclusif, ton mécanisme unique. Si tu m'as déjà entendu parler de création de contenu, tu sais qu'on utilise promesse, preuve, plan. Ça donne. Je vais t'aider à choisir ta niche d'ici la fin de cette vidéo. La preuve, c'est que j'ai déjà aidé des dizaines de milliers de personnes à le faire, donc on est plutôt bon là-dedans. Et le plan, c'est que on va suivre ces 5 étapes. Voilà. Ce processus, on peut l'appeler, je sais pas moi, la méthode Mosi-Money-Niche, peu importe. Si tu prends P90X, leur mécanisme unique, c'était la confusion musculaire. Évidemment, plein de coachs sportifs vont te dire que ça n'existe pas la confusion musculaire, et ils ont raison. Mais ce mécanisme unique leur a permis de vendre des centaines et des centaines de millions de dollars de programmes fitness. Si tu regardes Weight Watchers, ils ont un système de points. C'est ça, leur mécanisme unique. D'autres marques ont des trucs comme le contrôle des portions XYZ. Ils ont tous un mécanisme unique, une façon à eux de faire les choses. Pense à ça comme un véhicule. C'est ce qui va emmener tes clients d'où ils sont à où ils veulent aller. Et toi, tu es le pilote de ce véhicule, avec eux à l'arrière. Ou alors, c'est eux qui conduisent, et toi tu es sur le siège passager pour les guider. Peu importe, ça devient ta sauce secrète. Et tout le monde devrait faire ça. C'est là que tu peux utiliser des noms stylés. Je parle de ça dans mon dernier chapitre sur les offres, où j'explique comment nommer les choses. J'aime bien utiliser des rimes ou des allitérations si je peux. Ça rend le truc plus facile à retenir et plus attrayant. Comme promis, si tu suis ce processus, tu as maintenant le quoi qui t'a aidé à affiner le qui.
Tu as suivi les étapes pour te spécialiser et trouver très précisément qui est ton avatar. Quelqu'un comme toi, quelqu'un que tu as déjà aidé ou quelqu'un qui est sous-servi. On a vu le côté positif, ce que tu vas leur apporter, on a vu le côté négatif, ce que tu vas leur éviter, on a tout rassemblé en une seule phrase que tu peux utiliser tout de suite. Et si tu es un peu plus avancé, tu as défini ton mécanisme unique, ton système, ton processus ou ta méthode pour tout assembler et que les gens se disent « Waouh, c'est exactement ce qu'il me faut ». Alors c'est quoi le dernier bonus? Eh bien, j'ai dit que j'allais t'aider à trouver tes 5 premiers clients. Alors allons-y. Je vais te donner le système le plus simple du monde pour trouver tes 5 premiers clients en utilisant tout ce qu'on vient de voir. Ce que tu fais, c'est que tu salues quelqu'un, tu le salues poliment. Ensuite, tu lui dis un truc spécifique et sympa à son sujet, puis tu insères la phrase qu'on vient de créer ensemble et tu lui demandes s'il connaît quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et tu fais ça pendant 4 heures par jour ou jusqu'à ce que tu aies atteint 100 personnes. Je m'en fiche. 4 heures par jour ou 100 personnes, choisis. Mais si tu fais ça chaque jour et que tu rends ce processus systématique, en contactant des gens régulièrement, tu vas obtenir 5 clients. J'explique tout ça en détail dans mon livre sur les leads, dans le premier chapitre sur le Warm Outreach, la prise de contact à chaud, pour t'aider à avoir tes 5 premiers clients. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement et que tu veux le faire dans une communauté, tu peux aller sur school.com/games. J'accompagne littéralement des milliers de personnes à faire ça chaque mois. On est plutôt bon à ça, comme je l'ai dit. Plus d'une personne sur 2 gagne son premier euro en ligne grâce à ça, donc va jeter un œil. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de la priorisation et je pense que c'est un énorme problème pour beaucoup d'entre vous. La raison? Je vais vous donner un petit exemple. Peter Thiel en parle, lui et ses subordonnés. Si vous ne savez pas qui est Peter Thiel, il a enseigné un cours d'entrepreneuriat à Stanford qui a donné naissance à son livre De 0 à 1. Il a fondé PayPal et est globalement considéré comme l'un des génies de la Silicon Valley. Un de ses subordonnés a expliqué, lorsqu'on lui a demandé comment Peter Thiel gérait ses entreprises, qu'il était intransigeant sur le fait de s'assurer que les gens se concentraient sur une seule chose. Voici comment il le décrit. Il y a beaucoup de problèmes qui émergent dans une entreprise. Certains problèmes sont bien plus valorisants à résoudre que d'autres. La plupart du temps, les employés, et ça inclut vous-même, vous êtes un employé de votre propre entreprise, même si vous êtes seul, ont tendance à résoudre des problèmes de niveau B+, plutôt que des problèmes de niveau A. Si vous regardez votre liste de tâches actuelles, vous avez probablement un gros truc à faire, puis une deuxième, troisième, quatrième, cinquième chose, et vous vous dites « Bon, je vais rayer la 5e tâche, la 2e, pour avoir un sentiment d'avancement. » Mais ce qui finit par arriver, c'est que chaque jour, vous travaillez sur votre 3e priorité, votre 5e, votre 2e, parce que ce sont les choses les plus faciles pour vous, pas celles qui apportent le plus de valeur à l'entreprise. L'une des raisons qui, selon moi, a permis à Leila et moi d'avancer de façon disproportionnée, et là je me la joue un peu, donc soyez indulgents, vers certains objectifs concrets, ce n'est pas parce que nous travaillons à un rythme plus effréné. Je ne suis pas hyperactif à faire 100 choses par jour. C'est juste que les actions que nous choisissons nous rapportent plus pour l'effort investi. J'aime donc penser à la vitesse non pas en termes de révolution par minute, mais en distance parcourue par révolution. Imaginez, au lieu de vous dire « je dois faire plus en moins de temps », dites « chaque pas me fait gagner 5 mètres ». C'est bien plus durable et le levier est bien plus puissant que d'augmenter votre taux d'activité. Pour beaucoup d'entre vous, vous restez occupé, actif toute la journée. Votre taux d'activité est élevé, mais ce que vous obtenez par unité d'effort est très faible. C'est comme dans ces dessins animés où vos pieds ils tournent à toute vitesse, mais vous avancez lentement à l'écran alors qu'une autre personne fait un pas délibéré, puis un autre, et vous dépasse. Les gens qui avancent le plus vite dans la vie ne bougent pas nécessairement plus vite, ils obtiennent juste plus à chaque pas. Ça me préoccupe beaucoup car ce phénomène se produit aussi dans les organisations. Donc, si vous avez des petites équipes, je m'adresse ici aux plus expérimentés, mais je vais revenir aux bases, votre rôle principal en tant que leader est de prioriser leur liste de tâches. Éliminer tout ce qui n'est pas cette priorité. Un gros problème chez les entrepreneurs débutants est qu'ils disent « fais ça le lundi, fais ça le mardi, fais ça le jeudi ». L'employé se retrouve avec 3 tâches et demande « laquelle je fais en premier ?» Si vous répondez toutes, c'est que vous ne savez pas prioriser. Vous devez pouvoir dire « qu'est-ce qui est le plus important ?» Ça,
Frank Slootman, CEO qui a mené 3 entreprises vers l'introduction en bourse, base toute sa méthode de gestion sur une seule priorité. Il dit « Si vous ne pouvez pas en choisir une, c'est que vous ne savez pas prioriser. Il y a une chose qui est la plus importante. » Il aligne toute l'entreprise sur cette unique priorité. Si elle est bien choisie, elle apporte le plus de résultats. Une fois accomplie, on peut reprioriser le reste, car souvent, les anciennes priorités 2, 3, 4 deviennent obsolètes. En agissant autrement, vous auriez perdu du temps sur des tâches qui finissent par paraître inutiles. Ça me concerne directement dans la gestion de nos entreprises et portefeuilles. Beaucoup d'entre vous évitent le vrai travail à faire. Par exemple, dans le groupe Speedrunners, où 88% des membres ont déjà gagné de l'argent, soit dit en passant, honte à ceux qui n'y sont pas, je plaisante. Enfin, à moitié, le problème était que vous passez trop de temps à ne pas agir. Vous vous bercez d'illusions en pensant que faire des recherches est productif. Si vous êtes petit et que quelque chose fonctionne, faites-en plus. Si ça ne marche pas, changez de stratégie. Pour la plupart d'entre vous, vous devez faire plus de pubs, faire connaître votre offre. Il n'y a pas de secret. Si quelqu'un ne sait pas que vous existez, vous ne vendrez pas. C'est une loi. Votre combat n'est pas contre la concurrence, mais contre l'obscurité, le fait que personne ne sache que vous existez. Si vous ne savez pas quelle est la chose la plus importante à faire en ce moment, alors la compétence de priorisation vous manque. C'est une lacune en tant qu'entrepreneur. Si vous ne savez pas par où commencer, comment diable allez-vous accomplir quoi que ce soit? Chez Skool, nous avons travaillé dur pour rendre ça aussi simple que possible. Comparez ça à ouvrir une boulangerie dans les années 920. Et malgré ça, les gens râlent encore parce qu'ils sont faibles, distraits et incapables d'agir. Ce qu'ils veulent vraiment, soyons honnêtes, c'est de l'argent qui arrive sans effort. Mais quelle triste existence ça serait. Les enfants de riches héritiers sont parmi les personnes les plus malheureuses au monde. Ils ont besoin de thérapeutes pour gérer leur fortune non méritée. La valeur réside dans l'effort. Un repas n'a aucun goût si vous êtes rassasié, mais après une journée de labeur, même un plat moyen semble délicieux. La faim est la meilleure sauce. Beaucoup d'entre vous souhaitent une facilité qui, si elle se réalisait, vous rendrait misérable. Arrêtez de souhaiter ça. Souhaitez plutôt le combat. À la fin de votre vie, ce sont les épreuves surmontées dont vous serez fiers. L'entrepreneuriat, c'est embrasser l'inconnu, accepter l'incertitude et croire que ça marchera si vous persistez. Promouvez des choses que les gens veulent et ils paieront. C'est simple, mais certains compliquent tout avec des théories marketing alambiquées. L'idiot dit « trouve ce que les gens veulent et parle leur en ». Le génie dit la même chose. Les midwits perdent du temps en questions inutiles. Et le taux de conversion? Et les fonctionnalités? Si vous débutez, ne cherchez pas à être scalable avant d'être précieux. Trop de gens disent « et si j'ai 1000 clients ?» C'est comme refuser de soulever des poids de peur de devenir trop musclé. Commencez par vendre une offre non scalable mais hyper valuable. Vous facturerez plus, aurez moins d'infrastructures et utiliserez les profits pour scaler plus tard. Sortez la tête de votre cul et concentrez-vous sur l'essentiel. Si vous ne savez pas quoi faire, offrez votre service gratuitement. Travaillez en one-to-one pendant 3, 4, 5 heures. Mais Alex, comment gagner de l'argent? Actuellement, vous n'en gagnez pas et n'avez aucun prospect. Avoir des prospects sans revenus est déjà mieux. Les prospects deviendront clients. Calculez votre taux horaire actuel, revenu annuel divisé par 2000. Si vous gagnez 60 000 $ par an, c'est 7,5 $ de l'heure. 5 heures de votre temps valent 40 $, une somme dérisoire si le marché ne valorise pas encore vos compétences. Offrez vos services gratuitement. Lors de votre premier rendez-vous, proposez, à la fin de ces 5 heures, puis-je vous présenter une collaboration payante? Ils diront oui. Demandez-leur leurs objectifs et obstacles. Vous serez payé pour résoudre ces obstacles. En donnant gratuitement, vous truquez les dés. Parce que résoudre un problème en crée un nouveau. Exemple, vous aidez un client à améliorer son site, ce qui génère plus de trafic. Il voudra alors booster ce trafic. Ou vous l'aidez à créer une offre, puis proposer de l'aider à la vendre. C'est l'upsell classique. Donnez le beurre de cacahuète, vendez le pain. Certains dans les groupes de l'école noient les gens sous des conseils inutiles. Je veux simplifier au maximum. Donnez tellement gratuitement que les clients se sentent redevables. Ils vous donneront ensuite plus que ce que ça vous a coûté. Histoire de réciprocité, si je paie le déjeuner de quelqu'un 8 $, il se sentira obligé de m'aider à déménager plus tard. En donnant, vous obtenez des chèques en blanc à encaisser plus tard.
Donnez une valeur non scalable, coûteuse en temps, pour que le client sache l'effort fourni. Le one-to-one fonctionne en début de carrière. Pas besoin de fonctionnalités complexes. Dites « Je vais tout faire en 5 heures pour vous aider sur ce point ». Les bonus et le jargon marketing deviennent importants uniquement quand votre temps est saturé. Jusqu'à ce que vous passiez 40 heures par semaine à promouvoir ou livrer, le reste est secondaire. Ces 40 heures vous apprendront énormément sur vos clients. Ensuite, vous pourrez créer des solutions scalables basées sur vos frameworks répétés. En travaillant avec des clients, vous développez une propriété intellectuelle des processus éprouvés. Le service permet de gagner du temps aux clients, ce qui justifie votre tarif. Quand vous faites quelque chose plus vite, mieux et plus facilement, les gens paient. J'ai vendu ma dernière entreprise pour 46,2 millions de dollars. J'ai dépassé une fortune nette de 100 millions de dollars à l'âge de 32 ans et je viens de réaliser mon plus gros investissement en devenant copropriétaire de Skool. J'ai toujours voulu voir des vidéos d'analyse sur Jeff Bezos, Warren Buffett et Elon Musk. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Bien sûr, ils valent 100 milliards aujourd'hui, mais je voulais savoir ce qu'ils avaient en tête à 100 millions, puis à 10 millions. Je veux te montrer le processus de réflexion derrière mon investissement et surtout comment tu peux modéliser ce cadre de prise de décision pour gagner beaucoup plus d'argent dans ta vie. J'ai décidé d'investir dans Skool et d'y placer mon plus gros investissement à ce jour, y compris en mettant mon image de marque derrière et en soutenant l'entreprise parce que plusieurs éléments s'alignent dans la même direction. Charlie Munger parle de cela, il appelle ça l'effet Lollapalooza. En général, lorsqu'on assiste à une croissance explosive massive, ce n'est pas dû à un seul facteur. Beaucoup de gens recherchent une solution miracle, un élément unique qui ferait tout fonctionner. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de balles en argent, mais plutôt une centaine de balles en or. Ce n'est pas une seule chose, mais plutôt 2, 3, 5, 6 facteurs qui, ensemble, apportent des améliorations incrémentales. Et lorsque tu les multiplies entre eux, ils créent un résultat incroyable. Je vois cela avec Skool. Alors, remettons-nous dans un contexte plus large pour examiner l'écosystème global. C'est ce que j'appelle le premier gros élément. Si on regarde l'industrie de l'éducation, faisons un peu de mathématiques. L'éducation représente 10 000 milliards de dollars au niveau mondial. Aux États-Unis, c'est 1300 milliards, ce qui est toujours énorme. Cette somme est divisée en 2 grandes catégories. D'un côté, on a l'éducation formelle, c'est-à-dire les diplômes de 2 et 4 ans, qui représentent environ 850 milliards de dollars. Et avant que certains ne cherchent sur Google et trouvent 863 ou 842 milliards selon la source, peu importe, car ce qui compte ici, ce sont les grandes tendances et la direction générale. Donc, environ 850 milliards pour l'éducation formelle. De l'autre côté, on a l'apprentissage en ligne et l'éducation alternative, qui représentent actuellement entre 200 et 250 milliards de dollars, selon la source. Et voici ce qui est vraiment intéressant et qui explique en partie pourquoi je mise gros sur Skool. L'éducation formelle diminue d'environ 6% par an. Pendant ce temps, l'éducation alternative croît d'environ 40 milliards de dollars chaque année, soit une augmentation d'environ 20% par an. On assiste donc à une sorte de croisement entre ces deux tendances. L'éducation traditionnelle perd environ 50 milliards de dollars chaque année, tandis que l'éducation alternative en gagne environ 40 milliards. Cela traduit un changement dans le comportement des consommateurs. De plus en plus de personnes réalisent que l'éducation formelle ne fournit pas le retour sur investissement promis, alors qu'elles peuvent acquérir directement des compétences qui leur permettent de gagner plus d'argent, de contribuer à la société, de nourrir leur famille, de payer leurs impôts et leurs crédits, et finalement de mener une vie productive. Par exemple, une coiffeuse pourrait se dire « L'éducation formelle ne m'importe pas tant que ça, car tout ce que j'ai à faire, c'est apprendre à poster du contenu sur Instagram, attirer mes clients même depuis mon garage et recevoir des demandes sans que personne ne me demande jamais mon diplôme. » Elle réalise alors que cette compétence est bien plus précieuse que celle qu'un diplôme lui apporterait. Et une autre coiffeuse lui propose de lui enseigner comment faire pour 1 000 $, alors qu'une école lui demanderait 15 000 $ pour 2 ans d'études. Le retour sur investissement n'est tout simplement pas là. Ce qui se passe, c'est que une grande partie de l'argent qui allait autrefois aux grandes universités est en train d'être redistribué vers le bas, vers des créateurs individuels. Ce sont des experts qui enseignent des compétences de niche en partageant ce qui a fonctionné pour eux. Et cela fonctionne pour tout. Que ce soit la perte de poids, j'ai perdu du poids en ne mangeant que de la viande, voici comment j'ai fait, ou toute autre compétence monétisable.
L'industrie de l'éducation alternative continue donc de croître. Et quand je vois cela, je me dis, d'énormes sommes d'argent changent de main à une vitesse impressionnante. Je préfère être dans ce bateau-là plutôt que dans l'autre. Voilà le premier grand élément, la vision globale de l'industrie. Maintenant, si on regarde comment moi, personnellement, je m'intègre dans tout ça. Eh bien, les deux premières entreprises que j'ai vendues, Gym Launch et Prestige Labs, j'avais déjà vendu d'autres entreprises avant, mais elles n'avaient généré que des chiffres à 7 chiffres, pas des montants plus importants. Ces entreprises servaient des créateurs, et comme je viens d'abord d'un milieu de marketing direct et de vente de médias et de licences aux salles de sport physique, je connais très bien ce modèle. Il n'existe pas d'université pour les salles de sport, alors j'ai fait de mon mieux pour créer cette université pour les propriétaires de salles de sport. Parce que si tu allais à l'école pour apprendre à être propriétaire d'une salle de sport, tu gagnerais bien plus d'argent que si tu allais juste à l'école de commerce pour ensuite ouvrir une salle de sport. J'ai vécu ce grand transfert de richesse parce que quand j'ai commencé, je crois que j'avais 27 ans, et cette année-là, on a encaissé 16 millions de dollars de revenus en capitalisant simplement sur cette tendance. Je sais donc que cet argent est disponible et que les gens ont désespérément besoin d'informations qu'ils peuvent réellement utiliser pour subvenir à leurs besoins. J'ai non seulement les données macroéconomiques que je peux voir sur les graphiques financiers et les analyses des grands financiers, mais j'ai aussi mon expérience personnelle d'avoir vu une énorme somme d'argent affluer vers moi. Alors, où est-ce que je me situe dans cet écosystème ? Mon audience est principalement composée d'entrepreneurs et de personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Ma mission, à travers le contenu que je crée, est de rendre le business réel accessible à tout le monde. Quand j'ai commencé, je n'avais pas beaucoup de mentors ni d'aide. Alors j'ai cherché partout pour apprendre et j'ai dû apprendre beaucoup de choses à la dure. L'une des raisons pour lesquelles je partage ces connaissances, c'est que certaines des sources d'informations qui existent sont tout simplement fausses. Elles enseignent des choses qu'elles n'ont jamais mises en pratique, elles recyclent du contenu d'autres personnes sans en comprendre les principes fondamentaux, et elles induisent les gens en erreur. Je ne pense même pas que ce soit intentionnel. Elles veulent juste des vues, des likes et des revenus publicitaires. Je ne leur en veux pas, mais moi, je veux au moins partager des choses que je sais vraies parce que je les ai testées et répétées plusieurs fois. Si tu suis ce processus, que tu sois une bonne ou une mauvaise personne, ça fonctionnera probablement pour toi. Mon audience sait que mon objectif est de rendre le business réel accessible à tous. Alors on pourrait se demander, Alex, tu aurais pu promouvoir, je sais pas, le dropshipping ou autre chose, pourquoi précisément Skool ? Eh bien, parce que la mission de Skool est alignée avec ma mission personnelle, rendre le business accessible à tout le monde. Skool veut, et maintenant que je suis copropriétaire, moi aussi, rendre le business simple et amusant pour tout le monde. J'ai passé 6 mois à discuter avec le fondateur pour comprendre sa vision et ce qu'il voulait vraiment accomplir. Il a une vision énorme et elle correspond à ma vision de l'ampleur que peut réellement prendre ce marché. Si tu réfléchis à toutes les industries qui existent, la plupart ont été bouleversées par la technologie d'une manière ou d'une autre. Airbnb a attaqué l'hôtellerie, Uber a attaqué les taxis, ce sont des exemples connus. Mais personne n'a encore vraiment bouleversé l'éducation. Il n'existe pas un seul endroit où tout le monde se rend pour apprendre. C'est toujours complètement fragmenté. Et en tant que personne qui évolue dans cet espace, qui le comprend bien et qui observe les tendances, je suis convaincu qu'un acteur finira par émerger et s'imposer. Mon pari, c'est que cet acteur sera Skool. Alors pourquoi Skool plutôt qu'une autre plateforme parmi les milliers qui existent ? C'est là qu'intervient mon critère numéro 1 pour choisir un produit à promouvoir. Je veux qu'il puisse croître de lui-même. Si une entreprise ne se développe que grâce à la publicité et que dès qu'elle arrête de faire de la pub, elle s'effondre, ça ne m'intéresse pas. Je veux une croissance passive. Laisse-moi t'expliquer un concept que j'appelle le Golden Ratio en business. Il y a le pourcentage de clients qui recommandent d'autres clients et le pourcentage de clients qui quittent la plateforme. D'un côté, il y a ceux qui partent et de l'autre, ceux qui recommandent. Si 10% de mes clients me recommandent un nouveau client chaque mois et que 10% partent chaque mois, alors mon business reste stable. Maintenant, si 20% de mes clients me recommandent un nouveau client chaque mois et que les mêmes 10% quittent mon entreprise sur une période donnée, alors mon activité va doubler à chaque intervalle de temps. Cela signifie que peu importe la taille de mon entreprise, elle doublera systématiquement à chaque période définie. J'analyse donc de très près le pourcentage de clients qui décident d'amener d'autres clients et le pourcentage de ceux qui partent ou choisissent de ne pas acheter à nouveau. Ce principe fonctionne que tu vendes des produits physiques,
des logiciels ou des services, c'est toujours la même mécanique. Ce ratio d'or, le pourcentage de recommandation divisé par le pourcentage de départ, détermine le taux de croissance passive d'une entreprise. La grande majorité des entreprises ont environ 2% de clients qui recommandent et 10% de clients qui partent. Elles doivent donc compenser cette perte avec de la publicité, du marketing, de la prospection ou tout autre moyen pour remplir leur pipeline de clients. Elles doivent constamment chercher de nouveaux clients pour ne pas s'effondrer, et c'est parce qu'elles ne comprennent pas comment construire un bon produit. En revanche, une entreprise qui a plus de clients qui recommandent qu'elle n'en perd chaque mois est comme une flamme. C'est à ce moment-là qu'il faut verser de l'essence dessus et faire exploser la croissance. C'est là qu'on commence à en parler au monde entier pour que la croissance devienne exponentielle, que les chiffres s'emballent et que l'effet boule de neige s'accélère. Plus la base de clients augmente, plus la croissance s'amplifie à chaque cycle de doublement. Si tout ce que je raconte sur Skool t'intéresse, j'ai une offre simple pour toi. Tu peux aller sur skool.com/games, où nous avons mis en place 3 appels par semaine avec des personnes qui gagnent déjà des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars par mois grâce à Skool. Ils t'expliquent exactement, étape par étape, comment ils s'y sont pris. En plus de ces appels, tu auras accès à une communauté d'entrepreneurs qui sont là pour s'entraider. L'un des gros avantages, c'est que tu seras entouré de 3 types de personnes. Ceux qui commencent en même temps que toi, ceux qui t'encouragent tout au long du parcours, et ceux qui ont déjà réussi et qui peuvent te guider. Ce sont 3 formes de responsabilité qui t'aident à avancer. J'ai aussi créé un cours que j'ai mis gratuitement à l'intérieur. Il te montre comment t'y prendre, quels sont les différents moyens de jouer le jeu et quels sont les différents profils possibles. Et peut-être que tu aimes créer du contenu, peut-être que tu es meilleur avec la publicité, peut-être que tu as déjà une audience ou peut-être que tu préfères la prospection directe ou travailler avec un partenaire. J'explique toutes les stratégies que tu peux utiliser pour commencer à générer de l'argent en ligne avec, selon moi, le business model le plus simple et le plus efficace qui existe. Le meilleur dans tout ça, c'est que nous avons aussi des récompenses. Les 10 meilleurs participants gagnent un voyage offert. Mais le plus fou, c'est que tu n'as besoin que de 3 personnes pour débloquer un accès exclusif. J'ai récemment fait une formation intensive d'une journée entière, 8 heures de coaching où j'ai aidé les 10 meilleures communautés à scaler leur activité. Les enregistrements sont déjà disponibles et accessibles gratuitement. Si j'avais vendu ça sous forme de mastermind à 100 000 $, ce serait exactement ça. Sauf que là, c'est pour toi et c'est gratuit. Voilà mon deal. Si tu fais venir 3 personnes dans ton groupe, peu importe comment, même si tu triches et fais venir tes amis, tu auras accès à tous les téléchargements, aux enregistrements, à toutes les ressources, et tu peux commencer gratuitement pendant 14 jours pour te faire une idée. Tu peux tout télécharger, tout récupérer si tu veux, ça m'est égal. Mais mon vrai espoir, c'est que tu utilises réellement tout ça pour générer tes premiers revenus en ligne. Je vais juste répéter une statistique qui, selon moi, est la plus importante. 34,4% des personnes qui terminent leur premier mois dans le programme Skool Games gagnent leur premier dollar en ligne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai appris à générer des leads de manière constante, indépendamment des plateformes. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Alex Hormozy. Je suis investisseur en business et je possède acquisition.com, un portefeuille d'entreprises qui génère environ 85 millions de dollars par an. Je fais ces vidéos pour documenter les leçons que j'ai apprises, donc si tu es nouveau dans la Mozy Nation, bienvenue et profite bien de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'obtiens probablement pas les résultats que tu espères, malgré tous tes efforts. On va parler d'un concept ultra mal compris qui crée du succès chez certains et de l'échec chez d'autres, sans qu'ils sachent pourquoi. Et tout repose sur un mot, le volume. Alors allons-y. Quelques observations générales avant d'entrer dans le détail. La première chose, c'est qu'il y a un principe. On ne fait pas ce qui doit être fait parce que ce n'est pas excitant, ce n'est pas sexy et on a l'impression que c'est en dessous de nous. Prospecter et faire 100 actions par jour peut sembler pénible. Poster et repartager le même contenu sur plein de canaux peut sembler pénible. Contacter des gens que tu connais et leur demander s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait être intéressé par tes services peut sembler pénible. Créer 100 variantes de pub avec différents accroches et titres peut sembler pénible. C'est facile à comprendre, mais difficile à faire. Principalement parce que la plupart des gens n'ont pas la discipline et l'éthique de travail pour traverser la phase de travail ennuyeux. Ce qui m'amène au deuxième point. J'ai une expression avec mon meilleur pote, le docteur Kachi. La violence est la réponse. Parfois, quand tu as un objectif que tu dois absolument atteindre à cause de tes ambitions ou de tes insécurités, être violent dans le niveau d'activité est ce qui te rapproche le plus du résultat.
bien plus que tous les petits détails ou les compétences qu'on prétend être plus importants que le simple fait de faire 10 fois plus d'actions. Troisième point, si tu fais plus que ce que tu fais maintenant, tu auras plus que ce que tu as aujourd'hui. C'est une promesse, tu peux l'encaisser à la banque. Quatrième point, fais ce qui compte le plus en premier. Tu as sûrement plein de choses qui remplissent tes journées, mais il n'y a que 4 activités qui génèrent réellement du business pour toi. C'est nouveau. Contacter des gens que tu connais, poster à une audience que tu connais, contacter individuellement des gens que tu ne connais pas, faire de la publicité. Ce sont les seules façons d'avoir de nouveaux clients. Donc si tu ne fais pas une ou plusieurs de ces 4 choses et que tu galères à trouver des clients, c'est sûrement parce que tu ne passes pas assez de temps sur ces 4 activités-là. Je veux te parler rapidement d'une équation à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. V fois S fois T. Volume fois skill, compétence fois temps. C'est une sorte de roue qui s'auto-alimente. Plus tu fais de volume, meilleur tu deviens. Plus tu es bon, plus tu fais de volume, car tu aimes ça. Et plus tu fais quelque chose longtemps, meilleur tu deviens, donc tu continues. Ces 3 variables, volume, compétence, temps, s'alimentent entre elles. Mais tout commence par faire. Et aujourd'hui, on va juste se concentrer sur le volume pour respecter ton temps. Laisse-moi te donner un exemple rapide. Il y a une dizaine d'années, j'ai lancé ma première vraie entreprise, ma salle de sport. Quelqu'un m'a dit « Tu devrais distribuer des flyers ». Je l'ai fait, mais ça n'a pas marché pour moi. Quelques mois plus tard, je parle avec un pote qui avait plusieurs salles qui cartonnaient. Je lui dis « J'ai testé les flyers, ça n'a pas marché ». Il me demande « C'était quoi ta taille de test ?» Moi j'ai distribué 300 flyers. Il m'a regardé, choqué. 300 ? Moi, je teste rien en dessous de 5000. Je balance 100 000 flyers par mois. Même à 0,5 ou 1% de retour, ça me fait 30 personnes par jour qui passent à la porte. Et là, j'ai eu un déclic. Ma vision du volume était complètement fausse. Je croyais que ça ne marchait pas, mais c'est juste que j'en avais fait 300 au lieu de 100 000. Cette prise de conscience m'a explosé le cerveau. Et ça arrive tout le temps, même dans le fitness. Des gens me disent « Je comprends pas pourquoi mes bras ne grossissent pas ». Je demande « Combien de séries de bras tu fais par semaine ?» Ils disent « Je fais les bras 2 fois par semaine, 3 séries de 10. » Moi, c'est tout ? Genre 6 séries par semaine, fais plutôt 12 séries par jour pendant 6 jours. Je te garantis que tes bras vont grossir. Et ils sont choqués. Mais c'est ça la réalité. Plus tu en fais, plus tu ressembles à quelqu'un qui en fait beaucoup. Un autre exemple, dans la pub payante cette fois, un patron d'agence me dit « J'arrive pas à dépasser un certain nombre de leads ». Je lui demande combien de créas il sort par semaine. Il répond confiant entre 5 et 10. Je partage mon écran, je lui montre mon équipe créative. On teste 30 créas tous les 3 jours. Il hallucine. Les gens sous-estiment complètement l'effort nécessaire pour faire de l'argent. Et c'est ça le message que j'aimerais transmettre à quelqu'un qui n'a pas encore eu son premier client ou qui veut lancer une nouvelle stratégie. Tu dois faire beaucoup plus que tu ne penses, car ton S, compétence, est encore bas et ton T, temps, n'a pas encore pu jouer. Tu dois compenser avec un volume énorme pour pouvoir apprendre, monter en compétence et enclencher ce fameux effet boule de neige. Quand j'ai parlé avec Grant à propos de sa stratégie de contenu global, je lui ai demandé « C'est quoi ton framework ?» Il m'a répondu « Frérot, si quelqu'un essaie de te vendre un framework, il essaie juste de te vendre un truc. » Il a dit « C'est juste du 10 fois. On prend des actions massives. » Il a dit ça sérieusement. On a ouvert nos Instagram respectifs, on a comparé les scripts, et il me dit « Je publie 6 fois par jour », puis il ajoute « Je publie 15 fois par jour sur Twitter. » Et elle lui répond « Tu viens de tout sortir, de tout comparer avec les miens. » Et lui, il dit « Je fais juste beaucoup plus que toi. » Et là, je me suis dit « Waouh !» Et ça fait 10 ans de plus qu'il fait ça. Ça a été une énorme révélation pour moi. Et donc, de mon côté, je suis passé d'une publication par semaine à une par jour. Et tu veux savoir ce qui est so fou ? Ma croissance organique a été multipliée par 40 à partir d'un effort qui a été multiplié par 7. Il y a donc un effet multiplicateur ici. Parce que certes, on en a fait plus, mais on est aussi devenu meilleur dans ce qu'on faisait. Et plus on en faisait, plus chaque élément alimentait les autres, tu vois. Encore une fois, tout commence par l'action. Et ça demande beaucoup plus d'efforts que ce que la plupart des gens imaginent pour obtenir un résultat et se lancer. C'est donc une autre nuance de la notion de volume. Ici, on parle plutôt du niveau d'effort, mais je pense que c'est important d'en parler parce que pour que ce concept s'ancre bien,
Je veux l'attaquer sous plusieurs angles. Cette vidéo était la plus vue, ou du moins à ce moment-là, c'était l'une des plus vues sur la chaîne, et je l'ai faite il y a un mois. Et je me suis rendu compte que la qualité l'emporte souvent sur la quantité, mais le truc c'est que la qualité combinée à la quantité, bah juste la quantité ou juste la qualité. Ce contenu en particulier m'a pris 20 heures juste pour créer les slides, puis 2 jours de déplacement pour filmer. Et devine quoi? C'est devenu la vidéo numéro 1 sur la chaîne. Et pour moi, ce n'était pas vraiment une surprise. J'y ai mis énormément de temps. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je me fais rappeler ça à tous les niveaux du jeu, tu vois ce que je veux dire. Et je fais ces vidéos parce que j'apprends moi-même en les faisant et je partage en espérant que ça puisse t'apporter de la valeur. Parce que en vrai, ça demande beaucoup plus de travail que ce que les gens pensent. Leïla, c'était il y a 4 ou 5 ans, on était en train de réenregistrer tout un portail de contenu. Elle avait probablement enregistré, je sais pas, 70 vidéos avec des formations, etc. Et quand elle a fini, elle m'a dit je pense pas qu'elles soient si bonnes. Et elle était là, genre je sais pas si elles ont l'impact que je veux. Elles sont pas aussi percutantes. On est resté assis là et j'ai dit on peut les refaire. Elle m'a regardé et elle a dit ouais, t'as raison. Parce que le truc, c'est que, et je l'ai déjà dit, je vais continuer à le dire, ton travail agit sur toi plus que tu agis sur lui. Ce qu'on développe, c'est notre caractère. Parce que c'est ça, le prix final qu'on gagne à la fin de la course. On ne peut pas emporter les choses matérielles avec nous. On fait ce travail pour devenir de meilleures personnes. Donc, si tu dois le refaire, ce n'est pas un échec. Tu te dis juste, cool, j'ai plus de pratique, et mon S va s'améliorer dans l'équation de productivité. Donc, même si tu gardes le même volume de sortie, la compétence, le S, sera plus élevé. Ce qui veut dire que tu obtiendras plus de résultats même avec le même effort. Voilà pourquoi le niveau d'effort, même sans retour immédiat, est essentiel. Travailler avec acharnement, faire les choses ennuyeuses, mettre du temps sous la barre, pour utiliser une métaphore fitness, c'est ce qui est requis. Et la plupart des gens sous-estiment massivement le volume nécessaire. Je vais te raconter une dernière chose pour conclure cette séquence. J'ai écrit ce livre. Il m'a pris presque un an. 2 semaines pour l'écrire, mais un an pour l'éditer. Et aujourd'hui, je reçois des messages tous les jours. En ce moment, je suis à la 5e version du livre numéro 2, de bout en bout. J'ai fait appel à un éditeur pro pour une version complète. Ça, c'était la première version. Et depuis, j'en ai refait 4 autres. Et la différence de niveau d'effort, c'est ça qui explique pourquoi parfois les choses ne fonctionnent pas. La plupart des gens fournissent un effort à 7 sur 10 ou 8 sur 10, puis regardent dans quelqu'un qui a mis un 10 sur 10 en se disant « j'ai pas tant d'écart que ça ». Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la différence entre un 8 et un 10 peut être 5 fois plus de travail et produire 100 fois plus de résultats. Donc même si tu as bossé 5 fois plus, le résultat peut être 100 fois meilleur. Et c'est ça qui est fou. C'est une croyance que j'ai ancrée en moi dans notre façon de gérer le business. Mais je te la partage parce que la vérité, c'est que la majorité des trucs que les gens créent sont nuls. La majorité des produits sont nuls, la majorité du marketing est nulle, la majorité des business sont mauvais, et la majorité des gens sont nuls dans les domaines où ils pensent être bons. Et c'est parce qu'ils ne savent même pas travailler, ils ne savent même pas comment faire. Je vais te raconter une toute dernière histoire pour conclure. Quand j'étais stagiaire juridique dans une autre vie, dans une entreprise chimique appelée Arkema en France, oui, tu m'as bien lu, je bossais là-bas au service juridique. Une avocate plus âgée et expérimentée du département m'a tapoté l'épaule alors que je retournais à mon bureau. Et elle m'a dit « Tu ne sais même pas ce que c'est que de travailler ». Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit « T'es jeune. Tu ne sais pas encore ce qu'est le vrai travail. » Et ça m'a frappé, vraiment. Je me suis dit « Mais comment peut-elle dire ça ?» Et maintenant, 10 ou 15 ans plus tard, je me dis « Elle avait totalement raison. » Je n'avais aucune idée de ce que signifiait vraiment travailler. Je ne savais pas me concentrer comme je sais le faire aujourd'hui. Je ne savais pas éliminer les distractions. Je ne savais pas ce que c'était de répéter encore et encore la même chose jusqu'à ce que ce soit parfait. Et le plus beau, surtout quand on parle de marketing, c'est que chaque publication, chaque prise de contact, chaque appel, chaque pub que tu fais te rend meilleur. Ça fait monter ton S. Et donc, dans cette équation, le volume, V, la compétence, S, et le temps, T, s'entrelacent et se renforcent entre eux, ils se multiplient, ils ne s'additionnent pas. Et c'est ça le point crucial que je veux que tu retiennes.
La plupart des gens font bien moins qu'ils pensent. Ensuite, ils regardent l'outil qu'ils utilisent et se disent « Pourquoi ça marche pas ?» Alors qu'en réalité, c'est toi qui ne travaillais pas assez, parce que tu ne savais pas combien d'efforts étaient réellement nécessaires pour atteindre tes objectifs. Donc pour conclure, la plupart du temps, tu dois juste faire plus que ce que tu fais actuellement. Et beaucoup plus. 2 entreprises de sur 3 échouent. Cela signifie que si l'on se projette dans 10 ans, 2 entrepreneurs sur 3 auront quitté le jeu. Pourtant, toutes les entreprises que j'ai lancées depuis 2016 continuent encore aujourd'hui à générer de l'argent. Voici comment rendre ton business inarrêtable. Tout commence par arrêter de vendre à de petits clients. Ton entreprise peut échouer non pas parce que tu es incompétent, mais parce que les clients que tu sers le sont. Laisse-moi te raconter une histoire pour illustrer cela. Il y avait autrefois une petite entreprise de CRM qui m'a approché pour un investissement. Je leur ai demandé quel était leur taux d'attrition, c'est-à-dire le pourcentage de clients qui partaient d'un mois à l'autre. Leur réponse m'a surpris. Ce taux était bien plus élevé que je ne l'imaginais. Je trouvais cela étrange car un CRM est censé être un produit très collant. Les entreprises y enregistrent leurs paiements, leurs abonnements, leur gestion client. Alors j'ai cherché à comprendre d'où venait ce taux de départ si élevé. Ils m'ont répondu « Environ un tiers des salles de sport ferment chaque année ». J'ai été choqué. Cela signifiait que l'attrition n'avait rien à voir avec la qualité de leurs produits ou de leurs services. C'était simplement que leurs clients arrêtaient d'exister. Le terme technique pour cela, c'est l'attrition structurelle. C'est-à-dire que ce phénomène est ancré dans la structure du marché que tu sers. Mais au final, choisir ce marché, c'est un choix que tu as fait. Beaucoup d'entrepreneurs galèrent dans leur business et analysent tout sauf la chose la plus essentielle. Ils ont simplement mal choisi leur cible. Le responsable des ressources humaines de Chick-fil-A donne un excellent exemple qui illustre bien ce concept, bien qu'il parle de recrutement. Il dit « Beaucoup d'équipes NBA perdent en finale et se demandent ce qu'elles ont mal fait dans le match, alors qu'en réalité, elles avaient déjà perdu lors de la draft. Elles n'avaient simplement pas les bons joueurs. » Si tu considères ton entreprise comme un écosystème, avoir les bonnes personnes dans ton équipe inclut aussi tes clients. Certains modèles économiques ne sont tout simplement pas faits pour des petits clients. Prenons un autre exemple dans le monde des agences publicitaires. Si tu regardes les plus grandes agences du monde, elles ont toutes un point commun. Elles ne servent que les plus grosses entreprises. Si ce n'était pas le cas, alors certaines des plus grandes agences travailleraient avec de petites entreprises, mais ce n'est pas la réalité. Cela prouve que, tout comme dans le cas du CRM, même dans un des secteurs les plus collants qui soit, une agence de publicité ne peut pas éviter un fort taux d'attrition avec des petites entreprises. Pourquoi ? Parce que les petites entreprises elles-mêmes sont instables. Laisse-moi te donner une image mentale. Imagine les fluctuations de revenus d'une petite entreprise. À un moment donné, elle décide de travailler avec toi et te paie. Tu l'aides à attirer plus de clients, son chiffre d'affaires augmente légèrement, tout le monde est content. Mais le mois suivant, la volatilité habituelle du business se manifeste. Ou alors tu lui as apporté plus de clients qu'elle ne pouvait gérer, donc elle décide de ralentir un peu la cadence. Et là, elle se dit « Attends, je suis revenu au même niveau qu'avant, sauf que j'ai maintenant plus de clients à gérer et je gagne en fait moins d'argent. » À ce moment-là, elle annule ton service. Beaucoup de petites agences qui font de la génération de prospects pour des TPE cherchent désespérément des moyens de rendre leurs services plus collants, alors que le problème est structurel. Ce n'est pas leur faute, c'est la nature même de leurs clients qui rend leur business instable. Et ce qui se passe avec leurs clients se reflète directement sur leur entreprise. Prenons un exemple extrême. Shopify est considéré comme l'un des meilleurs au monde en termes de fidélisation des clients. Pourtant, leur cible principale, ce sont des entrepreneurs individuels et des consommateurs qui veulent se lancer dans le business. Et voici un chiffre qui pourrait te choquer. 60% de leurs clients restent d'une année à l'autre, mais 40% partent. Et ça, c'est la meilleure performance du marché. Si tu veux cibler les petits clients, ton business doit avoir un coût de service quasi nul. C'est ce qui fonctionne dans les logiciels SaaS ou dans des modèles comme Walmart, où toute la stratégie repose sur la réduction maximale des coûts. Il y a une agence que je connais qui a très bien réussi dans ce modèle. Son fondateur, qui auparavant facturait bien plus cher, a compris que l'instabilité de ses clients l'obligeait à fixer ses prix en fonction de leur pire mois. Il a donc proposé un abonnement à 299 $ par mois. Son raisonnement était simple. Quelle est la période où ces petits business gagnent le moins d'argent ? Il a positionné son prix à ce niveau-là pour être sûr qu'il ne l'annulerait jamais, car il était trop peu cher pour qu'il puisse s'en passer.
Il se retrouvait ainsi avec une offre bien moins coûteuse que celle facturée 1 500 $ par mois, qui est la norme dans l'industrie pour les agences de génération de prospects pour les petits commerces. Mais malgré ce prix bas, il offrait suffisamment de valeur pour que ça en vaille la peine. Il optimisait simplement leur référencement sur Google, leur apportait quelques prospects et quelques appels téléphoniques par mois. Pour eux, c'était rentable. Si j'ai quelques nouveaux clients grâce à ça, ça vaut le coup. Dans l'autre modèle, celui des agences à 1 500 $ par mois, la situation est différente. Si tu n'apportes pas un énorme gain chaque mois, le client finit par se demander « Qu'as-tu fait pour moi récemment ?» C'est l'une des erreurs les plus courantes des entrepreneurs, et je l'ai moi-même commise. Tu crois que parce que tu as aidé ton client à gagner 10 000 $ le premier mois et que tu ne lui fais payer que 1 000 $, il va forcément rester 9 mois de plus parce que tu lui as apporté une telle valeur au départ. Mais dans la réalité, essaie d'avoir cette conversation avec un client et tu verras que ça ne marche pas comme ça. En réalité, voici ce qui se passe. Ils te paient 1 000 $, ils gagnent 10 000 $, ils font un bénéfice de 9 000 $ et se disent « ce mois-ci, ces 1 000 $ en valèrent la peine ». Et devine quoi ? Le mois suivant, tu recommences à zéro. En fait, tu recommences même à moins 1 000 $ car ils t'ont déjà payé mais n'ont encore généré aucun revenu supplémentaire. Tout est toujours relatif au moment où ils te paient et à ce qu'ils obtiennent en retour à ce moment précis. C'est là que cette volatilité devient un piège pour la plupart des entrepreneurs. Quand tu démarres une entreprise, ou même après quelques années d'activité, tu as tendance à vendre aux gens auxquels tu t'identifies. Tu fixes tes prix selon ton propre portefeuille et essaies de résoudre les problèmes que tu comprends. Mais le problème, c'est que ces clients ne deviendront jamais des clients fiables. C'est comme construire un château sur du sable. Peu importe à quel point tu imagines un château magnifique, une seule tempête suffira à tout faire s'effondrer. Et donc, tu entres dans un cycle sans fin où tu modifies ton produit, crées de nouvelles offres, cherches des solutions, alors que le vrai problème, c'est que tu cibles des clients qui, par nature, ne resteront jamais, et ce, indépendamment de tes efforts. Prenons un exemple avec une entreprise de compléments alimentaires. Si ton produit est très cher et que ton offre s'adresse uniquement aux débutants, il est peu probable que tu aies un bon taux de fidélisation. Pourquoi ? Parce que les débutants commencent à aller à la salle de sport, puis arrêtent, puis y retournent, puis arrêtent encore. En revanche, si ton business cible les habitués, ceux qui prennent déjà de la protéine quotidiennement, et que tu proposes un produit réellement supérieur, alors ces clients, qui ont déjà cette habitude, seront plus enclins à choisir le tien plutôt qu'un autre. Dans ce cas, tu as des clients qualifiés qui continueront d'acheter ton produit encore et encore. Le même principe s'applique aussi bien en B2C qu'en B2B. Certes, les écarts de prix sont énormes entre les consommateurs et les entreprises, mais les dynamiques restent les mêmes. Plus un client est débutant, plus il est instable. Je préfère visualiser cela comme une pyramide qui représente le marché en fonction du pouvoir d'achat. À la base, tu trouves la majorité des gens, ceux qui ont le moins d'argent à dépenser. En B2C, ce sont les consommateurs novices dans ton domaine. En B2B, ce sont les toutes petites entreprises. D'abord les consommateurs qui deviennent des prosumeurs, puis les prosumeurs qui deviennent des TPE, puis les TPE qui deviennent des PME. Ensuite, tu montes vers le mid-market et ainsi de suite jusqu'aux entreprises du Fortune 100. Ma manière idéale de structurer un business est de commencer par le haut. Pourquoi ? Parce que cela génère moins de friction opérationnelle. Tu as moins de clients à gérer, ils dépensent beaucoup plus, ils sont plus stables et ils maîtrisent parfaitement leurs chiffres, donc ils respectent leurs engagements. Par exemple, si tu as un contrat avec une grande entreprise qui te paie 1 million de dollars par an, la probabilité qu'elle respecte ce contrat est bien plus élevée que si un entrepreneur débutant s'engage à te payer 100 000 $ sur 10 mois. Jamais je ne prendrai ce dernier pari. C'est d'ailleurs sur cette logique que repose tout un secteur financier. La dette d'entreprise est un marché d'investissement basé sur la confiance dans la capacité des entreprises à tenir leurs promesses de remboursement. D'un point de vue branding, travailler avec des clients haut de gamme te permet d'apprendre à les servir correctement et de bâtir une solide réputation. Et naturellement, les entreprises situées en dessous dans la pyramide vont vouloir travailler avec toi. Elles se diront « J'adorerais bosser avec quelqu'un qui travaille avec le Fortune 100, mais je ne peux pas me le permettre. » C'est là que tu peux proposer une offre plus abordable, avec un niveau de service réduit, pour les inclure dans ton écosystème. Ce qui devient vraiment intéressant, c'est que plus tu descends dans la pyramide, plus tu génères de revenus. Et à ce stade, tu as les moyens de financer
la création d'une solution automatisée basée sur un logiciel ou une technologie avec un coût de fonctionnement quasi nul. Ainsi, tu peux servir ces petits clients sans que cela devienne un casse-tête pour toi. Si tu vends aux débutants, tu as deux options. Soit tu vends un produit très cher en one-shot, basé sur une impulsion émotionnelle, ce que j'appelle un business smash and grab, prendre l'argent et partir, soit tu crées un produit avec un rapport prix-valeur tellement disproportionné que ce serait insensé de ne pas l'acheter. Un bon exemple de business smash and grab, H&M, c'est le solaire. Les vendeurs installent des panneaux sur les toits et une fois que c'est fait, l'histoire est terminée. Leur objectif est simplement de vendre à chaque personne possible, et c'est tout. Sinon, tu dois proposer une offre dont la valeur perçue est tellement élevée que le client ne peut pas refuser. Et le paradoxe, c'est que pour attirer les clients avec le moins de moyens, l'offre doit leur sembler encore plus avantageuse que celle proposée aux entreprises les plus riches. Voici la partie que la plupart des gens manquent. Pense à ça. Il y a des gens qui annulent leur abonnement Netflix à 12$ par mois. Pourtant, que pourrait faire Netflix de plus ? Ils te donnent accès à pratiquement tous les films que tu peux imaginer, toutes les nouvelles séries, ils produisent du contenu original en permanence. Et malgré ça, certaines personnes disent encore « Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup pour moi ». Prends le même raisonnement avec Spotify. Imagine, on te donne accès à toutes les chansons de l'univers, n'importe quand, directement sur ton téléphone, dans ta poche, et pourtant, certaines personnes trouvent que 8$, c'est trop cher. Je ne sais pas trop, monsieur Spotify. Si tu as une entreprise et que tu te demandes « Que puis-je offrir de plus ?», sache que le problème ne vient pas de toi. C'est juste que tu as le mauvais modèle et que tu sers le mauvais type de client. Pour éviter ça, tu dois avoir un coût de base aussi bas que possible, avec un écart de prix-valeur totalement disproportionné. En d'autres termes, la valeur perçue doit être immense par rapport au prix payé. Ainsi, même quand un client traverse une période difficile, perte d'emploi, problèmes financiers, il continue de payer son abonnement Netflix parce qu'il se dit « Bon, ça vaut toujours ces 12$. » J'en parle en détail dans mon livre 100 millions de dollars d'offres, et j'ai une illustration qui explique parfaitement ce concept. C'est fou, mais en réalité, tu n'as même pas besoin de changer fondamentalement ce que tu vends pour qu'il devienne attractif pour des clients haut de gamme. Prenons un exemple. Tu vends un programme de gestion du temps. Si tu t'adresses au grand public, ton prix sera probablement autour de 19$. C'est un produit de masse, donc tarif bas. Maintenant, si tu cibles les commerciaux, tu peux monter à 99$, car ces personnes se disent « un seul deal peut rentabiliser cet achat ». Si tu vas encore plus loin et que tu vises la gestion du temps pour les commerciaux, en B2B qui font de la prospection, donc pas ceux qui vendent des abonnements ou des services classiques, mais ceux qui vendent des logiciels d'entreprise avec des commissions à 2000$ par vente, alors tu peux vendre ton programme 500$. Pour eux, c'est le quart d'une vente, donc totalement acceptable. Et si tu veux aller encore plus loin, imagine un programme de gestion du temps destiné aux commerciaux spécialisés dans la vente d'outils industriels et de matériel de jardinage en B2B. Là, tu peux facturer 2000$. Pourtant, dans le fond, la gestion du temps reste la même chose. Mais en ciblant précisément un segment de marché, tu peux vendre plus cher, réduire ta charge opérationnelle et limiter l'attrition due à des raisons externes, comme un client qui annule pour des problèmes financiers. Résultat, tu obtiens un business stable qui peut croître année après année. D'ailleurs, j'ai écrit un chapitre supplémentaire à ce sujet entre mes livres Offers et Leads, intitulé Your First Avatar. C'est une sorte de bonus que j'ai publié entre les deux ouvrages. Tu peux le télécharger gratuitement sur acquisition.com Avatar ou juste le chercher sur Google, tu le trouveras facilement. Il suffit de renseigner ton email et on te l'enverra. Ensuite, il y a une autre étape essentielle, demander, pas deviner, ce que veulent tes clients. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais te raconter une histoire. Paul Graham a dit un jour une phrase qui m'a marqué à vie. Tu peux résoudre n'importe quel problème business en parlant simplement à tes clients. J'ai trouvé cette réponse à la fois élégante et terriblement vraie. Il est facile de donner des conseils creux, mais celui-ci est à la fois pertinent et extrêmement utile. Je vais te donner un exemple concret. Après 2016, j'ai lancé une entreprise de logiciels, Allen, qui était ma 3e société. À l'origine, je l'avais conçue pour les propriétaires de salles de sport. Après avoir investi plus d'1 million de dollars dans le développement, on a commencé à le proposer aux salles de sport. Et un problème majeur est apparu. Les clients nous disaient « C'est génial, ça va vraiment nous aider à gérer nos prospects. Mais au fait,
Vous pouvez nous aider à en générer plus. Et là, je me suis dit, oh non, on est complètement à côté de la plaque. Dans mon esprit, je voyais bien qu'ils avaient un problème de gestion des leads. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que seuls certains clients avaient réellement ce problème. Face à ça, j'avais deux choix. Me limiter aux salles de sport qui savaient déjà générer des leads de manière constante, ce qui représentait un tout petit marché avec peu d'argent et en plus en déclin, donc une mauvaise cible. Trouver un marché qui avait un besoin constant en génération de leads. C'est là qu'un propriétaire d'agence marketing m'a contacté et m'a demandé « Est-ce que je peux utiliser votre logiciel pour gérer les leads que je génère pour mes clients ?» Et là, j'ai eu un déclic. Les propriétaires de petites entreprises vont et viennent dans les services des agences, mais les agences, elles, restent. Elles continuent d'attirer de nouveaux clients, utilisent notre logiciel pour gérer leurs leads, et même si certains de leurs clients arrêtent, elles restent avec nous. Et c'est là que j'ai compris. Les agences avaient un modèle de revenus bien plus fiable que leurs clients finaux, parce qu'elles pouvaient vendre de manière fiable, disons, 10 nouveaux clients par mois pour compenser les 10 clients qu'elles perdaient, et que beaucoup d'entre elles restaient des entreprises stables malgré un fort taux d'attrition. Le fait qu'elles ne possédaient pas forcément les compétences nécessaires pour faire croître leur entreprise n'était pas nécessairement un problème pour moi. De la même manière, certains CRM réussissent très bien, même s'ils s'adressent aux petites entreprises, mais ils doivent adapter leur tarification au pouvoir d'achat de ces petites entreprises. Par exemple, Shopify génère probablement plus de revenus que presque toutes les entreprises d'e-commerce présentes sur sa plateforme. Il faudrait vérifier les chiffres, mais c'est probablement très proche de la réalité. En d'autres termes, la plateforme elle-même gagne plus d'argent que les entreprises qu'elle aide à se développer. C'est typiquement une situation où il vaut mieux vendre les pelles plutôt que de chercher de l'or. Une fois que j'ai compris que les propriétaires de salles de sport n'étaient pas mes clients idéaux, mais que les agences marketing l'étaient, j'ai commencé à leur demander les bons retours d'expérience. C'est ainsi que nous avons pu faire évoluer notre produit de manière à mieux servir le bon client. Quand il s'agit d'entreprises basées sur des produits ou des services, il y a, selon moi, deux approches principales en matière d'amélioration du produit. La première, c'est le modèle Rank and Build, qui consiste à demander aux clients de voter pour les fonctionnalités qu'ils veulent voir ajoutées ou supprimées. Chaque mois, celle qui reçoit le plus de votes est développée en priorité, puis on recommence le cycle. Ce n'est pas une mauvaise approche, c'est juste une approche différente. Avec ce modèle, on se retrouve à ajouter de plus en plus de fonctionnalités, ce qui peut donner naissance à des produits un peu Frankenstein, remplis de tout un tas d'options. Certains clients aiment ça et veulent absolument toutes les fonctionnalités. C'est un peu comme la différence entre un PC et un Mac. Les PC offrent une grande personnalisation, une multitude d'extensions et d'options, mais cela peut rendre l'expérience utilisateur plus complexe. Comment cela s'applique-t-il aux entreprises de services ? De la même façon, au lieu d'ajouter des fonctionnalités à un logiciel, on ajoute de nouveaux services. Mais le principe reste identique. Le modèle Mac, en revanche, vise à identifier l'expérience ultime que les utilisateurs souhaitent et à la concevoir de manière fluide, en éliminant tout ce qui pourrait compliquer ou interférer avec cette expérience. Le problème du modèle Rank and Build, c'est qu'il entraîne souvent des demandes contradictoires. Un client veut une chose, un autre en veut une autre, et certaines fonctionnalités ajoutées pour satisfaire un groupe peuvent nuire à un autre. C'est là qu'on risque de perdre des clients. L'inconvénient de l'approche Mac, c'est qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais si on choisit bien son marché cible, on s'en moque. Et les clients Apple ne sont pas les mêmes que les clients PC. Et ça leur va très bien. Chez Skool, notre stratégie produit repose davantage sur cette approche. Nous cherchons à créer la solution la plus élégante et la plus simple possible pour aider les gens à lancer un business en ligne. Trop de personnalisation complique l'expérience et n'aide pas notre client idéal. Certains veulent du white label ou d'autres fonctionnalités avancées, mais ce n'est pas notre cible principale. Pour être clair, ces deux modèles peuvent donner naissance à des entreprises gigantesques. Apple est une entreprise de 3,8 trillions de dollars. Amazon suit aussi ce modèle et vaut plus d'1 trillion. Les deux approches les fonctionnent, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Il y a deux questions que j'aime poser dans le cycle d'amélioration produit. La première, si je devais supprimer absolument tout, sauf une seule chose, quelle serait cette chose que vous voudriez absolument garder ? La deuxième, si je devais garder absolument tout, sauf une seule chose, quelle serait celle dont vous vous moqueriez totalement ? Ensuite, on supprime cette fonctionnalité et on attend de voir qui se plaint.
sans faire d'annonce. Juste voir ce qui se passe. Et si des clients se plaignent, il faut se poser la question. Est-ce le type de client que je veux garder ? Parfois, ceux qui râlent sont justement ceux qu'on ne veut pas dans notre base. Si c'est le cas, alors c'est une victoire des deux côtés. Je parle de cette approche en détail dans la section dédiée aux recommandations de mon livre 100 millions de leads. J'explique comment maximiser les résultats des clients et affiner le produit en fonction de ceux qui réussissent le mieux. L'idée clé ici, c'est d'augmenter la perception de réussite de ton produit. Voilà comment je procède. Je fais une enquête pour identifier les clients qui obtiennent les meilleurs résultats. Je les interviewe pour comprendre ce qu'ils ont fait différemment. Je regarde si ces clients ont des caractéristiques démographiques spécifiques ou s'ils ont suivi un parcours utilisateur distinct. J'analyse s'ils ont accompli des actions que les autres n'ont pas faites. J'impose ces actions aux nouveaux clients dès le départ. En forçant les nouveaux utilisateurs à suivre le même chemin que ceux qui réussissent le mieux, on améliore les résultats globaux. Et si on veut aller encore plus loin, on peut aligner notre garantie sur ces actions spécifiques. Par exemple, si on remarque que les clients qui réussissent le mieux avec un CRM sont ceux qui importent immédiatement tous leurs contacts, on peut structurer l'onboarding et la garantie autour de ça. On pourrait dire « Nous garantissons une amélioration de votre performance à condition que vous importiez tous vos contacts dans notre CRM dans les 30 premiers jours. » De cette manière, on montre clairement à nos clients ce qui est important pour nous et ce qui va leur apporter le plus de valeur. Ce processus basé sur l'écoute des clients peut transformer n'importe quel département en lien avec eux. Évidemment, ça ne peut pas tout régler, mais ça peut corriger le marketing. Donc, si tout à coup tes publicités ne fonctionnent pas bien, montre-les à tes clients et demande-leur ce qui manque ou ce qui ne va pas. Pourquoi ne réagiraient-ils pas à cette publicité ? Quelles publicités ont résonné le plus avec eux ? Parce que je veux attirer plus de personnes comme eux. Pour le produit, demande-toi, qu'est-ce qui ne va pas dans cette image ? Montre-moi ce qui est difficile. Regarde les utilisateurs interagir avec ton produit ou service pour comprendre les points de friction avant, pendant et après. J'aime utiliser la règle des 3 étapes, avant, pendant, après, pour réfléchir à toute modification apportée à l'expérience client. Qu'est-ce qui se passe juste avant qu'ils achètent mon produit ? Qu'est-ce qui se passe juste avant qu'ils l'utilisent ? Que se passe-t-il lorsqu'ils l'utilisent ? Quelles sont les interactions qu'ils ont ? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe immédiatement après ? Ce sont ces moments où nous avons le plus grand levier d'action sur les résultats finaux du client et la valeur que nous lui apportons. C'est la même chose avec les ventes. Si les prospects assistent à tes appels de vente et n'achètent pas, demande-leur « Qu'est-ce qui, dans mon offre ou dans la manière dont je la présente, n'est pas convaincant pour vous ?» Et parfois, encore plus précieux que de parler à ceux qui achètent, c'est d'interviewer ceux qui disent non et leur demander pourquoi. L'une des meilleures stratégies consiste simplement à les payer. Je vous donne 100 $ pour passer un appel et me dire ce que nous aurions pu faire de mieux. Et tu sais quoi ? Très souvent, rien que le fait de faire ça te donne une seconde chance de conclure la vente, même si ce n'est pas l'objectif principal. Ce que tu veux, c'est l'information, parce qu'elle vaut bien plus que 100 $ et 1 heure de ton temps. Donc, premièrement, une fois qu'on a choisi les bons clients qui ne vont pas abandonner à cause d'un problème structurel lié à notre modèle économique, deuxièmement, qu'on a le bon produit pour ce type de client, il faut continuer à l'améliorer pour ne pas se faire dépasser par de nouveaux concurrents qui veulent prendre notre part de marché. Et troisièmement, pour rendre ton entreprise inarrêtable, ne fais pas semblant d'être quelque chose que tu n'es pas. Tu te demandes peut-être ce que ça veut dire. Je vais te partager une citation que j'adore et ensuite je vais t'expliquer. C'est une citation de Shane Parrish. Le succès repose sur le fait de faire la chose évidente pendant une période extraordinairement longue sans se convaincre qu'on est plus malin qu'on ne l'est réellement. J'adore cette phrase pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'elle est vraie. Laisse-moi te donner une image mentale. Imagine un cochon. Maintenant, si tu mets du rouge à lèvres sur un cochon, c'est toujours un cochon. Si tu ajoutes un peu de logiciel à une entreprise de service, ça reste une entreprise de service. Si 90% de ton chiffre d'affaires vient des services, et pire encore, si 90% de la valeur perçue vient des services, alors ton entreprise sera toujours considérée comme une entreprise de service. Et la probabilité que tu obtiennes les mêmes avantages économiques qu'une entreprise de logiciel est faible. Laisse-moi illustrer ça avec une histoire. Une fois, j'ai parlé à une entreprise solaire qui employait 400 commerciaux. C'était une grosse boîte, très performante. Les fondateurs, jeunes et ambitieux, sont venus me voir et m'ont dit «
On veut avoir une valorisation énorme pour notre entreprise. Je leur ai répondu, je pense que vous avez déjà une très bonne valorisation. Ils m'ont répondu, oui, mais on sait que les entreprises de logiciels sont bien mieux valorisées que les entreprises de vente de panneaux solaires. Ils avaient raison. Et donc ? Ils m'ont dit, on a un logiciel interne qui nous aide à recruter et à rendre nos commerciaux plus performants. Et c'est grâce à ça qu'on a une équipe aussi efficace. Du coup, on pensait prendre ce logiciel et le vendre à d'autres entreprises solaires. Je leur ai dit que c'était une terrible idée. Pourquoi ? En théorie, une entreprise de logiciels qui génère autant de revenus qu'une entreprise de vente de panneaux solaires aurait effectivement une valorisation beaucoup plus élevée. Mais voici le problème. Pour obtenir ces mêmes chiffres, ils ne vendraient plus des produits à 30 000 $. Donc, le chiffre d'affaires par client serait bien plus bas. Il y a beaucoup plus de gens qui peuvent acheter des panneaux solaires que d'entreprises de panneaux solaires qui voudraient acheter leur logiciel. Aucun des fondateurs n'était issu du milieu du logiciel. Ce qu'ils essayaient de faire, c'était prétendre qu'ils étaient une entreprise de logiciels, juste pour obtenir une valorisation plus élevée. Mais ça ne marche pas comme ça. Les investisseurs qui écrivent des chèques de 100, 200, 500 millions ou plus savent faire la différence entre une entreprise de panneaux solaires et une entreprise de logiciels. Les entreprises de logiciels n'ont pas de multiples de valorisation élevés simplement parce qu'elles sont appelées entreprises de logiciels. Elles ont ces multiples élevés en raison de la nature de leurs revenus, de leur rentabilité brute et de leur potentiel de croissance future. Si tu as une entreprise de service qui a exactement les mêmes caractéristiques financières qu'une entreprise de logiciels, alors oui, tu peux obtenir une valorisation similaire. Mais ce qui compte, ce sont les chiffres. Ce qui compte, c'est la rétention des revenus, la marge incrémentale, le taux de rétention des clients et la capacité à automatiser des services à grande échelle. Par exemple, un service basé sur la technologie peut être plus valorisé qu'un service traditionnel. Pourquoi ? Parce qu'un service technologique peut permettre à une seule personne de gérer 50 clients au lieu de 5. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la tech. C'est parce que la valeur générée par employé est 10 fois plus élevée et que le niveau de compétence requis est plus bas, ce qui augmente la rentabilité brute et réduit les coûts de recrutement. Donc, au lieu de se concentrer sur l'étiquette qu'on met sur ton entreprise, regarde les métriques et les fondamentaux économiques. C'est ça qui détermine la valorisation de ton business. Un investisseur ne valorise pas une entreprise en fonction de son nom, mais en fonction de son potentiel de croissance et de rentabilité. Beaucoup d'entrepreneurs veulent vendre leur entreprise au prix le plus élevé possible, et c'est normal. Mais la meilleure façon d'y parvenir, ce n'est pas d'essayer de faire passer ton entreprise de jardinage pour une entreprise de logiciels ou ton e-commerce pour une plateforme. Ça ne marche pas comme ça. Et pour revenir à mon analogie du début, si ton entreprise est un cochon, même avec du rouge à lèvres, ça reste un cochon. Si tu ajoutes un peu de logiciel à ton entreprise locale de service, ça reste une entreprise de service. Et l'une des plus grosses erreurs que je vois, c'est des gens qui offrent un service gratuit en échange de l'utilisation d'un logiciel en pensant que ça transformera leur entreprise en entreprise SaaS. Mais non. Si ton modèle économique, ton churn et tes marges restent ceux d'une entreprise de service, alors tu seras toujours valorisé comme une entreprise de service. Tu seras évalué sur tes profits nets et non sur un multiple de revenus comme une entreprise SaaS. Et c'est parfaitement OK. Les gens se lancent dans des podcasts en pensant qu'en 90 jours, ils vont exploser. Au début, mes 150 premiers épisodes, c'était juste moi en train de parler de comment mieux gérer une salle de sport. L'autre jour, j'ai reçu un message d'un gars qui me disait « Ouais, mais c'est facile pour toi de construire une marque, t'as déjà une grosse audience. » Et je lui ai répondu « Mec, commence juste. » Il était découragé parce qu'il n'avait pas de public, pas d'audience, rien. Mais 99% des gens qui regardent ça, faites plus de trucs cool et vous aurez des trucs cool à raconter, au lieu de recracher ce que font les autres. Pour tous ceux qui croient à la réussite du jour au lendemain, je veux que vous alliez sur mon podcast et que vous regardiez la date de mon premier épisode, 2017. Ça fait 5 ans et demi, 6 ans maintenant. C'est seulement maintenant qu'il est entré dans le top 10. Et pendant ces 6 années, je n'ai jamais manqué une seule semaine. 1 à 3 podcasts par semaine. Pendant 6 ans. Mais les gens lancent des podcasts et croient qu'en 90 jours, ça va exploser. La réalité, c'est que pendant la première année, tu es en train de trouver ta voie. Tu apprends à communiquer, à enseigner, à divertir, à présenter. Tu es en train d'apprendre à parler, mais aussi à comprendre ce que tu es toi-même en train d'apprendre sur le moment. Pendant cette période, au début, je n'avais peut-être pas autant de trucs cool à partager et ça s'adressait à moins de monde.
Parce que, encore une fois, mes 150 premiers épisodes, c'était juste moi qui expliquais comment mieux gérer une salle de sport. Puis, autour du 150e épisode, j'ai commencé à parler de marketing en général, parce que c'était ce qui m'intéressait à ce moment-là. Ensuite, j'ai parlé de vente, puis de business de façon plus large, de fusion et acquisition. Ça a évolué au fil du temps, et donc à la fois le contenu et ma façon de le délivrer se sont améliorés sur cette période. Aujourd'hui, le podcast est dans le top 10 de l'entrepreneuriat et super bien classé dans le business, à côté de noms que j'ai admirés toute ma carrière. Je me dis, waouh, on vient de dépasser ce gars que j'ai admiré toute ma vie. Mais ça ne prend pas 90 jours. Ça prend des années. Si tu penses en jours, le temps passera de toute façon. Mais si tu penses en décennies quand tu poses tes objectifs, alors quand cette décennie passera, ce sera évident que tu pensais de cette façon. Ce n'est pas le résultat de l'objectif qui compte, c'est l'action. L'action, c'est est-ce que j'ai fait mon post? Est-ce que j'ai fait mes messages de prospection aujourd'hui? Si oui, alors tu as gagné, tu coches les cases. Je veux vous raconter une petite histoire. Il y avait un gars qui a commencé avec moi à la première salle de sport, le même jour. On est amis depuis. J'ai ouvert ma salle, il a ouvert la sienne. Il a monté une chaîne de salles. On a évolué en parallèle. Il a fini par vendre ses salles et il voulait se lancer en ligne. Il m'a dit « Mec, il faut que je construise une marque. » Et je lui ai répondu « Mec, commence juste à poster. Des formats courts. Apporte de la valeur. » Il a posté tous les jours pendant 6 mois et un jour une vidéo a décollé, puis la suivante, et d'un coup, il faisait 100 000 $ par mois avec son contenu. Il était déjà entrepreneur depuis 9 ans et soudain ça a explosé. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était super reconnaissant de ce conseil. Il a fait ses posts, il a fait ses messages de prospection. Et ce qui s'est passé, c'est que au début, il postait, les vidéos prenaient, il faisait des prospections, il faisait des ventes, il gagnait de l'argent, et puis il ralentissait. D'un coup, il était en mode panique. Mince, il n'y a plus d'argent qui rentre. Alors il reprenait les contenus, les prospections, et l'argent revenait. Et il m'a demandé Mec, comment je casse ce cycle? On a changé son focus, il se concentrait sur les ventes et l'argent qu'il faisait. Mais ce n'était pas ça le problème. Je lui ai dit, tu n'es pas consistant, tu t'arrêtes quand tu obtiens un résultat. Ça veut dire que tu n'as pas la qualité essentielle, la régularité. La raison pour laquelle il n'était pas là où il voulait être, c'est parce qu'il n'arrivait pas à répéter les mêmes actions encore et encore. La plupart des gens n'arrivent pas à faire une chose encore et encore, jour après jour. Tu dois pouvoir faire les choses sans voir le résultat tout de suite, et continuer à les faire. Et ça, dans les deux cas, quand ça marche super bien, tu continues à faire ce qui t'a mené là. Et quand ça ne marche pas, encore, tu continues quand même jusqu'à ce que ça marche. C'est ce shift que la plupart des gens ne font jamais. C'est pour ça que beaucoup arrêtent. La réalité, c'est que si tu t'engages sur les actions, les comportements et les habitudes que tu développes en les faisant, à la fin du processus, 10 ans plus tard, tu seras le genre de personne capable de faire quelque chose pendant très longtemps en attendant. Et je te promets que si tu développes cette qualité, l'argent ne sera plus jamais un problème dans ta vie. Dans Atomic Habits, ils disent « Chaque gagnant et chaque perdant ont les mêmes objectifs. Donc si tu mesures ta valeur avec un objectif externe, tout le monde veut être riche, avoir des abdos en béton. Ce ne sont pas tes objectifs qui te rendent unique, c'est ce que tu fais chaque jour. Le gagnant s'engage sur les actions. Le perdant s'engage juste sur l'objectif. 52% des lycéens de 18 ans pensent qu'ils seront millionnaires à 25 ans. Le monde va être secoué. Beaucoup vont échouer parce que tout le monde a le même objectif. 50% d'entre eux pensent qu'ils seront millionnaires. C'est mathématique. Mais seulement un petit pourcentage va y arriver. Pourquoi? Parce que si tu veux être millionnaire, tu ne dois pas te concentrer sur gagner 1 million. Tu dois te concentrer sur faire les choses qui créent 1 million. Et si tu peux séparer les actions du résultat, alors tu peux te concentrer sur faire. Et que ton revenu fasse des hauts et des bas sur la période, ton estime de toi reste stable, parce que tu t'engages sur ce que tu peux contrôler. Si tu peux faire ce switch, ça changera ta vie. J'ai commencé mon podcast il y a 6 ans. Je me suis engagé dans ce processus quand j'ai signé avec une boîte pour YouTube il y a quelques années. Dès le premier appel, j'ai dit « J'aimerais que cette chaîne devienne quelque chose d'ici 5 à 10 ans. On verra à ce moment-là si ça valait le coup de continuer. Mais moi, je suis là pour 10 ans. » Et le gars m'a coupé après. Je n'ai jamais entendu un client me dire ça. Ils veulent tous des leads dans les 90 jours, des résultats rapides. J'ai répondu « Tant qu'on fait des progrès, moi ça me va. Je m'engage là-dedans. »
Si tu penses comme ça, tu obtiendras ce que tu veux. Et dans 10 ans, les gens te demanderont « Mec, comment t'as eu ce succès du jour au lendemain ?» Et toi, tu répondras « C'était jamais le but. » C'est pour ça que je me sens aussi bien à l'année 1 qu'à l'année 8. Parce que les actions que j'ai choisies sont restées les mêmes. Si tu penses comme ça, si tu fais ce switch, ça va réduire tes hauts et tes bas émotionnels. Et on a tous besoin de ça dans le business. Parce qu'on a besoin de vie 2, 3, 4, et pour ça tu dois éviter de mettre ta vie dans quelque chose que tu ne contrôles pas. Mets ta vie dans ce que tu contrôles. On vient de dépasser notre 400e épisode. 400 épisodes. Si j'en faisais un par semaine, ça ferait 52 par an. Sur 8 ans. J'en suis à 6 ans. Si tu crées 400 contenus longs, je te garantis que ton audience sera bien plus grosse qu'aujourd'hui. Combien de temps ça va prendre? Autant que nécessaire. Parce que le but n'a jamais été le résultat. Le but, c'est de le faire. Dans ma deuxième entreprise, Prestige Labs, j'ai développé un réseau de plus de 5000 affiliés qui ont généré plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Et cette activité continue encore aujourd'hui. Dans mon entreprise de logiciels, Allen, qui était ma troisième grande entreprise, nous avons atteint plus de 1000 affiliés, principalement des agences qui utilisaient ce logiciel en marque blanche. Pour le lancement de mon livre Cent Million Leads, nous avons rassemblé 30 000 affiliés qui ont promu la sortie du livre. J'ai aussi investi dans des entreprises que j'ai personnellement soutenues. Je mentionne tout cela parce que la plupart des gens ne savent pas comment monétiser une audience. Après avoir discuté avec de nombreux créateurs, célébrités, influenceurs, ainsi que des entrepreneurs qui veulent collaborer avec eux, j'ai remarqué que peu de personnes ont une structure de pensée claire pour conclure ces accords. J'ai donc voulu faire cette vidéo pour présenter les 4 manières principales de monétiser une audience, ainsi que leurs combinaisons possibles et les éléments à prendre en compte, que tu sois celui qui possède une audience ou celui qui souhaite acheter, louer ou exploiter cette audience. Les 4 manières de monétiser une audience sont les suivantes. Premièrement, il y a l'affiliation, ce que j'ai mentionné précédemment. La deuxième façon est le sponsoring. Certains appellent cela des endorsements. La troisième façon est le partenariat, qui implique généralement une participation au capital. Enfin, la quatrième façon est de créer sa propre marque, si tu es l'influenceur dans ce cas. Avec l'affiliation, tu es rémunéré uniquement après avoir généré des ventes pour une entreprise. Avec le sponsoring, une entreprise te paie d'avance pour faire la promotion de son produit sous ta marque. Avec le partenariat, tu rejoins une entreprise qui possède déjà un produit et une infrastructure et tu fais soit de l'affiliation, soit du sponsoring, ou une combinaison des deux, en échange d'une part du capital. La principale différence entre ces 3 modèles réside dans la façon dont tu es rémunéré. Enfin, créer sa propre marque signifie que tu lances ton propre produit ou service et que tu le vends directement à ton audience. Maintenant, voyons comment ces stratégies se positionnent sur un continuum de difficultés, de risques et de valeurs. L'affiliation est le moyen le plus rapide pour monétiser immédiatement une audience. La plupart des entreprises ayant un programme d'affiliation permettent une inscription instantanée avec des conditions préétablies. C'est un modèle à faible risque. L'entreprise ne paie que si des ventes sont réalisées et l'affilié n'a pas de limite de gain. Mais en termes de valeur, les revenus d'affiliation ont peu d'impact sur la revente d'un business, car ils dépendent fortement d'un tiers. Le sponsoring, en revanche, signifie que l'entreprise te paie en avance pour promouvoir son produit. Cela fait de toi une source de trafic. Contrairement à l'affiliation où tu es rémunéré après chaque vente, ici, tu es payé dès le départ, souvent sur la base du coût, par 1000 impressions. Ces partenariats prennent la forme de publications destinées à ton audience. Pour les entreprises, cela représente du trafic gratuit, même si elles paient pour cela, c'est toi qui monétises ton audience. Une méthode plus évolutive est le whitelisting, qui consiste à laisser l'entreprise utiliser tes publications comme publicité payante. Par exemple, si j'ai une audience d'1 million de personnes et que je fais un post, seules 200 000 personnes le verront. Comme la plupart des créateurs, tu ne veux pas poster la même promotion en boucle,
car cela deviendrait agaçant pour ton audience. La solution est donc de créer une publicité où tu dis quelque chose comme « J'ai récemment conclu un partenariat avec cette marque. J'utilise leurs produits depuis des années et je le recommande. Allez voir. » L'entreprise peut ensuite sponsoriser cette publication et l'envoyer bien au-delà de ton audience existante. C'est une situation gagnant-gagnant. L'entreprise paie pour promouvoir ton image et ta marque, ce qui t'aide à grandir. Elle profite d'un meilleur taux de conversion car tu es plus convaincant devant la caméra et ton audience te fait confiance. Cependant, les contrats de sponsoring sont plus difficiles à obtenir que les contrats d'affiliation. La plupart des entreprises ont un programme d'affiliation standard ouvert à tous, tandis que les contrats de sponsoring sont plus négociables et varient selon la taille de l'influenceur et de l'entreprise. Si tu es un gros influenceur face à une petite entreprise, tu peux obtenir un excellent contrat. À l'inverse, si tu es un petit créateur face à une marque géante comme Nike, tu n'auras probablement aucun deal et tu porteras leurs produits gratuitement. C'est donc une question de rapport de force dans la négociation. D'un point de vue business, les revenus du sponsoring n'ont pas une grande valeur de revente, sauf si tu as une véritable entreprise média. Une marque personnelle est difficile à vendre, mais si tu gères un réseau d'influenceurs et négocies des contrats groupés avec des entreprises, tu deviens une agence média. Dans ce cas, ton modèle repose sur la vente de trafic à prix réduit, un peu comme une agence de talent. Maintenant, passons au troisième modèle, le partenariat. Les deals deviennent de plus en plus complexes à mesure qu'on avance. Un partenariat peut être minoritaire ou majoritaire. Si tu es un grand créateur face à une petite entreprise, tu peux obtenir une grosse part du capital. Si l'entreprise est énorme et que tu es relativement petit, tu auras plutôt une participation minime, entre 0,1% et 99% selon les termes du contrat. Un des modèles courants est la rémunération en equity plutôt qu'en cash. Par exemple, tu pourrais dire « Si j'apporte 1000 nouveaux clients, je reçois 1% de l'entreprise avec un plafond de 10%. Cela garantit un équilibre entre les intérêts du créateur et ceux de l'entreprise. Cependant, en tant qu'influenceur, tu dois faire attention à ton image. Dès que tu t'associes publiquement à une marque, ton capital confiance se transfère à elle. Si tu signes un partenariat, assure-toi d'avoir une rémunération initiale garantie, en plus d'une part variable basée sur la performance. Maintenant, l'un des derniers éléments que je vais mentionner, et il existe évidemment de nombreuses façons de conclure des accords, mais voici simplement les choses auxquelles je réfléchis. C'est le temps. Quelqu'un du côté du propriétaire d'entreprise se dit « Je ne veux pas que tu te contentes de faire une seule association. Je veux que tu continues à le faire pendant une longue période. » Il peut donc prendre une partie de l'équité qu'il souhaite te donner et dire « Je vais te donner 25% de ton équité immédiatement. Je vais te donner 25% en fonction de la performance et je vais te donner 50% sur une période donnée. Il veut que tu fasses la promotion pendant les 4 prochaines années. Et si pour une raison quelconque quelque chose se passe mal, alors tu ne recevras pas cette part différée de l'équité, car il y aura eu une rupture dans l'accord. Quand je réfléchis à ces termes, j'aime passer en revue toutes les questions essentielles. Qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment. Par exemple, si tu es un créateur de contenu, tu devrais aussi poser ces questions. À quelle fréquence veux-tu que je publie? Quel type de contenu dois-je créer? Et comment cela affecte-t-il ma propre marque? Tu dois aussi garder en tête que ton image de marque est précieuse. Tu ne veux pas te transformer en simple panneau publicitaire. Il faut que la promotion soit intégrée naturellement dans ton contenu. Une façon de structurer cela pourrait être de mettre leur lien dans ta bio 1 semaine par mois, de créer un contenu long qui mentionne la marque, de réaliser 5 contenus courts sous forme de publications ou stories. Il est crucial de définir tout cela à l'avance pour que ce soit clair. Un vague « je vais promouvoir votre entreprise » ne fonctionne pas bien. Tu peux aussi proposer d'enregistrer des publicités chaque mois que l'entreprise pourra utiliser en whitelisting, publicité payante avec ton contenu. C'est là que la structuration des deals devient plus complexe.
Tu peux être partenaire tout en touchant des revenus d'affiliation. Tu peux être partenaire tout en percevant un paiement sous forme de sponsoring. Ces modèles ne sont pas mutuellement exclusifs. Tu peux avoir un accord de sponsoring avec une part d'équité. Mais en règle générale, plus tu as d'argent aujourd'hui, plus il est judicieux d'opter pour une participation en capital. Pourquoi? Parce que l'argent du sponsoring que tu prends maintenant, tu le fais au détriment d'une part de l'entreprise. Si tu crois au succès futur de l'entreprise, attendre peut être plus rentable. Mais cela implique un risque. Avec le sponsoring, tu es payé immédiatement. Avec l'équité, tu ne seras payé que si l'entreprise réussit. Plus le risque est grand, plus la récompense doit être proportionnelle sous forme d'actions, d'options ou d'autres participations. Si tu cherches à monétiser ta marque, voici les différentes options. Tu peux faire de l'affiliation, promouvoir des produits existants et toucher une commission. Tu peux faire du sponsoring, être une source de trafic pour une entreprise. Tu peux devenir partenaire et obtenir une part de l'entreprise de 1% à 50% selon ton influence. Tu peux aussi créer ta propre marque et vendre tes propres produits. Si tu crées ta marque, tu as deux options. Soit tu fais du white label en prenant un produit existant et en y apposant ton logo, soit tu fais un produit personnalisé avec une formulation et un design exclusif. Prenons l'exemple des compléments alimentaires. Avec le white label, tu prends un produit déjà fabriqué et tu y mets ton logo. Avec le custom, tu crées une formule unique, tu testes des arômes et tu conçois un produit sur mesure. Le même principe s'applique aux vêtements. Tu peux choisir un t-shirt existant et ajouter ton logo ou sélectionner les tissus, coupes et matières pour concevoir un vêtement spécifique. Le white label est plus rapide et moins cher, mais ton produit n'a rien d'unique. Le custom est plus long et coûteux, mais offre un avantage concurrentiel car personne d'autre ne peut vendre exactement le même produit. Dans tous les cas, lorsque tu crées ta propre marque, tu possèdes 100% de l'entreprise au départ. Ensuite, tu peux négocier avec des influenceurs pour qu'ils en fassent la promotion. Si tu es un influenceur ou un entrepreneur cherchant à collaborer avec des influenceurs, voici comment structurer tes offres. Tu dois trouver le bon équilibre entre la valeur de sortie, les flux de trésorerie, l'effort fourni et le niveau de risque. En ajustant ces 4 paramètres, tu peux structurer un accord gagnant-gagnant qui convient aux deux parties.